Quand les règles du jeu changent en une nuit, vous êtes-vous déjà demandé jusqu'où vous pourriez aller pour prouver votre valeur à quelqu'un qui ne vous voit même pas? Ces questions me hantent encore aujourd'hui, 6 mois après cette soirée qui a tout changé. Car oui, j'ai fait l'impensable. J'ai couché avec un parfait inconnu pour gagner un pari stupide, et maintenant ma vie ressemble à un château de cartes qui s'effrite. Je m'appelle Céleste Moreau, j'ai 28 ans, et je suis archéologue marine. Pas vraiment le profil type de la femme qui se lance dans des paris insensés, n'est-ce pas? Pourtant, voilà où j'en suis. Assise dans ce café miteux de Marseille, à regarder la pluie ruisseler sur les vitres crasseuses, en attendant l'homme qui pourrait bien détenir les clés de ma destruction. Tout a commencé lors de cette expédition, maudite en Méditerranée. Notre équipe venait de découvrir une épave phénicienne exceptionnelle au large de Hyères. 3 années de recherche, de plongées périlleuses dans les abysses, de catalogage minutieux d'artefacts millénaires. Ma passion, ma raison de vivre. Mais notre chef d'expédition, Raphaël Blackwood, ce salaud arrogant avec son accent britannique et ses manières de petit lord, n'a jamais pris mes théories au sérieux. Les femmes n'ont pas l'instinct pour comprendre les civilisations guerrières, avait-il déclaré devant toute l'équipe ce soir-là, au bar du petit hôtel où nous logions. Ces mots m'avaient frappé comme une gifle. Moi qui avais consacré ma thèse aux routes commerciales phéniciennes, qui parlais 4 langues anciennes, qui avais passé des nuits entières à déchiffrer des inscriptions cunéiformes. Réduite à un cliché misogyne par ce prétentieux de 45 ans qui se prenait pour Indiana Jones. L'alcool aidant, trop de pastilles sous le soleil provençal, j'avais explosé. La dispute avait éclaté devant mes collègues médusés. Raphaël, avec son sourire narquois, avait alors lancé ce défi qui allait changer ma vie. Tu veux prouver que tu n'es pas qu'une intellectuelle coincée dans sa tour d'ivoire? Très bien. Je parie que tu n'oserais jamais faire quelque chose de vraiment spontané, d'imprévisible. Tu es trop prévisible, Céleste, trop sage. Le rouge m'était monté aux joues. Mes collègues nous observaient, certains gênés, d'autres visiblement amusés par le spectacle. Marco Santini, notre spécialiste en conservation, avait tenté de calmer le jeu, mais c'était trop tard. L'orgueil avait pris le dessus. « Qu'est-ce que tu proposes » avais-je craché, les poings serrés. Le sourire de Raphaël s'était élargi, dévoilant ses dents parfaitement alignées. Quelque chose de vraiment fou. Quelque chose que la petite Céleste bien pensante ne ferait jamais. Il avait balayé la salle du regard, s'arrêtant sur un homme accoudé au bar, seul, qui sirotait un whisky en regardant par la fenêtre. Grand, des cheveux bruns en bataille, une barbe de 3 jours, vêtu d'un jean délavé et d'un t-shirt noir. Le genre d'homme que je n'aurais jamais remarqué dans d'autres circonstances. Tu vois ce type, là-bas? Je parie que tu n'auras jamais le cran de l'aborder et de, disons, passer la nuit avec lui. Juste comme ça, sans le connaître, sans tes petits rituels de séduction intellectuelle. Le silence s'était abattu sur notre table. Mes collègues me fixaient, attendant ma réaction. L'enjeu? Si je relevais le défi et que j'arrivais à mes fins, Raphaël devrait publiquement reconnaître mes compétences et soutenir ma théorie sur les routes commerciales dans la revue archéologicale Horizon. Si j'échouais, je devrais démissionner de l'expédition et laisser ma place à son protégé, ce petit lèche-botte de Jérémy Patterson. Comment ai-je pu accepter? L'orgueil? Sans doute. La colère. Et cette petite voix qui me chuchotait que peut-être, juste peut-être, Raphaël avait raison. Peut-être que j'étais devenu trop prévisible, trop enfermé dans ma bulle académique. C'est d'accord? Avais-je murmuré, surprise par ma propre audace. Les événements qui ont suivi me semblent encore irréels. Je me revois traverser la salle enfumée du bar, le cœur battant, conscient des regards brûlants de mes collègues dans mon dos. L'inconnu, je l'appellerai plus tard Damien, avait levé les yeux à mon approche. Des yeux d'un bleu-gris troublant, fatigués, comme s'ils avaient vu trop de choses. La conversation avait été étrange, pas du tout ce à quoi je m'attendais. Damien n'était pas un touriste passage ni un marin en goguette. C'était un homme brisé, hanté par quelque chose qu'il ne voulait pas nommer. Photographe de guerre, m'avait-il dit, de retour d'Afghanistan. Ses mains tremblaient légèrement quand il portait son verre à ses lèvres, et j'avais remarqué une cicatrice qui courait le long de son avant-bras gauche. Nous avions parlé. De tout et de rien. De la beauté dévastatrice des paysages afghans, de mon travail sous-marin, de cette sensation d'être toujours en décalage avec le monde. Plus nous échangions, plus je réalisais que ce pari stupide était en train de prendre une tournure inattendue. Cet homme m'intriguait, m'attirait d'une façon que je n'arrivais pas à expliquer. À minuit, nous étions montés dans sa chambre. Je me souviens de chaque détail, l'odeur de son parfum mélangée à celle du whisky, la douceur inattendue de ses gestes, la façon dont il m'avait regardé avant de m'embrasser, comme s'il cherchait une permission que je n'arrivais pas à lui donner clairement.
Et puis cette nuit qui devait n'être qu'un défi relevé s'était transformée en quelque chose de bien plus profond, de plus troublant. Au matin, il était parti, disparu, comme s'il n'avait jamais existé. Seul restait le parfum sur l'oreiller et un petit appareil photo vintage oublié sur la table de nuit. J'avais gagné mon pari. Raphaël avait tenu parole et soutenu ma théorie, mais j'avais perdu bien plus que prévu. Car maintenant, 6 mois plus tard, je suis enceinte. Et l'homme qui m'a envoyé ce message cryptique hier soir, celui que j'attends dans ce café, prétend connaître la véritable identité de Damien. Plus troublant encore, selon lui, mon photographe de guerre ne serait pas celui qu'il prétendait être. Il faut qu'on se parle, Céleste. Ce que tu as vécu cette nuit-là n'était pas un hasard. Et l'homme avec qui tu as couché, il n'est pas celui que tu crois. Il y a des choses que tu dois savoir avant qu'il ne soit trop tard. La clochette de la porte d'entrée teinte. Un homme entre, scrutant la salle. Grand, maigre, la quarantaine, avec des lunettes cerclées et un imperméable froissé. Il m'aperçoit et se dirige vers ma table d'un pas décidé. Mon cœur s'emballe. Céleste Moreau, demande-t-il en s'asseyant en face de moi sans invitation. J'acquiesce, la gorge nouée. Il sort une enveloppe jaunie de sa poche et la pose sur la table entre nous. Je m'appelle Vincent Dubois, journaliste d'investigation. Ce que je vais vous révéler va changer votre vie, mademoiselle Moreau. Car l'homme que vous appelez Damien, son vrai nom est Alexis Korkov, et il travaille pour l'une des organisations criminelles les plus dangereuses d'Europe. Ma main se crispe instinctivement sur mon ventre. Le bébé bouge légèrement, comme s'il sentait ma détresse. Qu'est-ce que vous voulez dire? Ma voix n'est qu'un murmure. Vincent ouvre l'enveloppe et en sort plusieurs photographies. La première me coupe le souffle. C'est Damien, mais pas le Damien vulnérable et fatigué que j'ai connu. Sur cette photo, il porte un costume impeccable et serre la main d'un homme que je reconnais vaguement, un oligarque russe dont j'ai vu le visage dans les journaux. L'expression de Damien est froide, calculatrice. Rien à voir avec l'homme brisé qui m'avait parlé de ses cauchemars afghans. Alexis Korkov, reprend Vincent, 42 ans, spécialisé dans le blanchiment d'argent et le trafic d'antiquités. Il n'a jamais mis les pieds en Afghanistan, mademoiselle Moreau. Par contre, il était ailleurs cette semaine-là pour une raison bien précise. Il sort une deuxième photo, notre épave phénicienne, celle que nous venions de découvrir. Ce départ contenait bien plus que des poteries anciennes et des pièces de monnaie. Selon nos sources, votre équipe aurait mis au jour un trésor d'une valeur inestimable. Et Alexis était là pour s'en emparer. Le monde semble s'écrouler autour de moi. Ma nuit avec Damien n'était-ce qu'une mascarade, un moyen de m'approcher, de gagner ma confiance pour voler nos découvertes? Mais alors, le pari? Je bredouille. Ah, le fameux pari de votre chef d'expédition. Vincent sourit amèrement. Vous croyez vraiment que c'était un hasard si Raphaël Blackwood vous a défié précisément ce soir-là, en désignant précisément cet homme? Une troisième photo. Raphaël en grande conversation avec Damien Alexis dans le hall de l'hôtel, plusieurs heures avant notre dispute au bar. Mon sang se glace. Tout était orchestré. Le pari, la dispute, ma rencontre avec Damien, tout. Pourquoi? Le mot s'échappe de mes lèvres comme un gémissement. Parce que vous étiez la seule à connaître l'emplacement exact des artefacts les plus précieux. Parce que vos cartes sous-marines détaillées valaient des millions sur le marché noir. Et parce que coucher avec vous était le moyen le plus efficace pour Alexis d'accéder à vos recherches. Vincent sort un dernier document de l'enveloppe. C'est une photocopie de mes notes personnelles, celles que je gardais dans mon ordinateur portable, protégées par 3 niveaux de sécurité, trouvées lors d'une perquisition chez un receleur parisien il y a 2 mois. Alexis Korkov les avait vendues pour une somme considérable. Je fixe le document, incapable de parler. Mes mains tremblent. Tout ce pourquoi j'ai vécu, toutes mes recherches, toutes mes découvertes, vendues comme de vulgaires marchandises. Il y a autre chose, mademoiselle Moreau. Vincent se penche vers moi, baissant la voix. Alexis Korkov est recherché par Interpol pour le meurtre d'un archéologue grec l'année dernière. Un homme qui refusait de révéler l'emplacement d'un site de fouilles byzantins. Mon enfant porte les gènes d'un assassin. Mais ce n'est pas tout, continue Vincent implacablement. Nos sources indiquent qu'Alexis est de retour en France. Il cherche quelque chose, ou quelqu'un. La peur me paralyse. Moi? Possible. Ou alors? Vincent marque une pause dramatique. Il cherche l'enfant que vous portez. Comment peut-il savoir pour ma grossesse? Je n'en ai parlé à personne, même pas à ma sœur. À moins que, il vous surveille depuis des mois, Céleste. Il sait pour le bébé.
Et selon nos informations, il a l'intention de vous récupérer tous les deux. La réalité me frappe comme une masse. Je ne suis pas juste une victime d'un pari stupide. Je suis la proie d'un prédateur qui a orchestré chaque moment de notre rencontre. Et maintenant, il revient pour finir ce qu'il a commencé. Qu'est-ce qu'il me veut? Ma voix est à peine audible. Vincent range les photos dans l'enveloppe, son expression grave. C'est ce que nous devons découvrir, Céleste. Mais une chose est sûre, votre vie et celle de votre enfant sont en danger. Et le temps presse? Il se lève, laissant l'enveloppe sur la table. Réfléchissez à tout ce que je viens de vous dire. Mais n'attendez pas trop longtemps. Car si mes informations sont exactes, Alexis Korkov sera à Marseille dès demain. Et cette fois-ci, il ne compte pas repartir seul. La porte du café se referme sur lui, me laissant seul avec mes certitudes brisées et mes terreurs naissantes. Dehors, la pluie a redoublé d'intensité, comme si le ciel pleurait sur les ruines de ma vie. Je porte ma main à mon ventre, sentant les mouvements de plus en plus fréquents du bébé. 6 mois. Dans 3 mois, je donnerai naissance à l'enfant d'un homme qui n'existe peut-être même pas. L'enfant d'un criminel qui a fait de moi sa proie dès le premier regard. Mais une question me hante plus que toutes les autres, une question qui me glace le sang. Si tout était calculé, si chaque geste, chaque mot, chaque caresse n'était qu'une mise en scène, pourquoi ai-je encore l'impression qu'il y avait quelque chose de vrai dans ses yeux cette nuit-là? Pourquoi, malgré tout ce que je viens d'apprendre, une partie de moi espère encore que Vincent se trompe? Et surtout, pourquoi ai-je soudain la certitude troublante qu'Alexis Korkov n'est pas le seul à me surveiller? Chapitre 2. Quand le passé refait surface, avez-vous déjà eu l'impression d'être observé? Cette sensation glaciale qui vous parcourt l'échine quand vous sentez des yeux invisibles peser sur vous? Cette impression ne m'a plus quitté depuis ma rencontre avec Vincent Dubois hier. Chaque reflet dans une vitrine, chaque silhouette dans mon champ de vision périphérique, chaque bruit de pas derrière moi dans la rue, tout devient suspect. Je suis rentré chez moi hier soir dans un état second, l'enveloppe de Vincent serrée contre ma poitrine comme un talisman maléfique. Mon petit appartement du Panier, ce quartier pittoresque de Marseille que j'adore habituellement, m'a soudain semblé hostile. Les ruelles étroites qui me charmaient en sont devenues des pièges potentiels, les façades colorées des maisons des cachettes parfaites pour d'éventuels observateurs. J'ai passé la nuit à étudier les documents de Vincent, à scruter chaque détail des photographies, cherchant désespérément une faille, une erreur qui prouverait que tout cela n'est qu'un malentendu. Mais plus j'analysais, plus l'évidence imposait. L'homme que j'ai connu sous le nom de Damien était effectivement Alexis Korkov. Les détails concordaient, les dates aussi. Même sa cicatrice au bras gauche, que j'avais attribuée à une blessure de guerre, correspondait à une blessure par balle mentionnée dans son dossier criminel. Ce matin, j'ai pris une décision qui va peut-être me sauver la vie. J'ai appelé ma sœur Océane. Océane Moreau-Delacroix, 32 ans, commissaire de police à Lyon. Nous n'avons jamais été très proches. Nos carrières nous ont menés sur des chemins différents, et nos caractères aussi. Là où je suis introverti et passionné par les civilisations mortes, elle est extravertie et fascinée par les mystères bien vivants de la criminalité moderne. Mais c'est ma sœur, et surtout, c'est une excellente flic. Céleste? Sa voix au téléphone trahit sa surprise. Nous nous sommes pas parlé depuis Noël. Qu'est-ce qui se passe? Tu as l'air bizarre. Comment lui expliquer? Pas où commencer. Je prends une grande inspiration et me lance. Océane, j'ai besoin de ton aide. Professionnellement, je crois que je suis en danger. Le silence qui suit dure plusieurs secondes. Puis sa voix, plus grave, plus professionnelle, raconte-moi tout, depuis le début. Je lui raconte. Le pari, la nuit avec Damien, ma grossesse, Vincent Dubois et ses révélations. Océane m'écoute sans m'interrompre, ne posant que quelques questions précises sur les dates, les lieux, les détails. Quand j'ai fini, le silence revient. Putain, Céleste, murmure-t-elle enfin. Tu t'es vraiment fourré dans la merde. Merci, c'est exactement ce que j'avais besoin d'entendre. Excuse-moi, c'est juste que... Alexis Korkov, ce nom me dit quelque chose. Attends, laisse-moi vérifier. J'entends le claquement de ses doigts sur un clavier. Océane a toujours été douée avec les ordinateurs, contrairement à moi qui préfère mes vieux carnets de notes et mes cartes papier. Merde, lâche-t-elle au bout de quelques minutes. Céleste, ton journaliste avait raison. Alexis Korkov est effectivement recherché par Interpol. Mais pas seulement pour le meurtre de l'archéologue grec. Mon estomac se contracte. Qu'est-ce que tu veux dire? Il y a eu 3 autres meurtres ces 2 dernières années. Tous des archéologues ou des experts en antiquité. Tous refusaient de coopérer avec son réseau. Le modus operandi est toujours le même.
Il les approche sous une fausse identité, gagne leur confiance, obtient les informations qu'il cherche, et puis... Elle n'a pas besoin de finir sa phrase. Je comprends parfaitement les implications. Océane, Ma voix se brise. Et si c'était ça, son plan depuis le début? Me tuer une fois qu'il aurait obtenu ce qu'il voulait? Non. Sa réponse est catégorique. S'il avait voulu te tuer, tu serais déjà morte. Il cherche autre chose. Et je crois savoir quoi. Dis-moi. Le bébé, Céleste. Il cherche l'enfant. Ces mots résonnent dans ma tête comme un glas. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il pourrait bien vouloir faire d'un? Réfléchis. Un homme comme Korkov, avec son réseau, ses contacts, un enfant, c'est un otage permanent, un moyen de pression absolue sur la mère. Tant que tu auras cet enfant, tu seras sous son contrôle total. L'horreur de cette révélation me submerge. Mon bébé, ce petit être que je porte et que j'aime déjà plus que ma propre vie, transformé en instrument de chantage. Il faut que je disparaisse, murmure-je. Il faut que je parte, loin, et que je... Non, m'interrompt Océane. C'est exactement ce qu'il ne faut pas faire. Si tu fuis, tu confirmes ses soupçons. Et crois-moi, un homme comme lui a les ressources pour te retrouver n'importe où. Alors qu'est-ce que je fais? J'attends qu'il vienne me cueillir comme une fleur? Tu te bats, petite sœur, et tu ne te bats pas seule. Sa détermination me redonne un peu de courage, mais pas beaucoup. Océane, tu ne peux pas venir à Marseille juste parce que ta sœur s'est fourrée dans une situation impossible. Tu as ton travail, ta vie. Ma sœur enceinte est menacée par un tueur en série internationale. Crois-moi, c'est exactement le genre de situation qui justifie quelques jours de congé. Je sens les larmes monter. Depuis combien de temps n'ai-je pas eu quelqu'un sur qui compter vraiment? Mais en attendant que j'arrive, reprends-elle, il faut que tu sois prudente. Ne reste pas seule, ne va pas dans des endroits isolés. Et surtout... Elle s'interrompt brusquement. Quoi? Ce journaliste, Vincent Dubois, tu n'as pas trouvé bizarre qu'il en sache autant sur toi, sur ta grossesse, sur tes mouvements? Une nouvelle vague d'angoisse me submerge. Tu crois qu'il travaille avec Korkov? Je ne sais pas, mais je vais me renseigner sur lui aussi. En attendant, méfie-toi de tout le monde. Absolument tout le monde. Après avoir raccroché, je reste assis dans mon salon, contemplant les cartes marines étalées sur ma table de travail. Ces cartes qui ont causé ma perte, ces relevés précis qui ont permis à Korkov de localiser et de piller notre épave, comment ai-je pu être aussi naïve? Un coup à la porte me fait sursauter. Mon cœur s'emballe instantanément. Qui peut bien venir chez moi à 10 heures du matin? Je n'attends personne. Je me lève prudemment et m'approche de la porte sans faire de bruit. Pas de Judas, un détail que je regrette amèrement maintenant. Je colle mon oreille contre le bois. Céleste? C'est Marco. Marco Santini. Il faut qu'on parle. Marco? Mon collègue de l'expédition? Qu'est-ce qu'il fait ici? Nous n'avons eu aucun contact depuis la fin de la mission il y a 6 mois. Marco? J'hésite à ouvrir. Qu'est-ce que tu fais là? S'il te plaît, ouvre. C'est important. Et c'est dangereux de parler dans le couloir. Quelque chose dans sa voix me met mal à l'aise. Marco a toujours été le plus calme de notre équipe, le plus posé. Là, il semble nerveux, pressé. Lentement, je déverrouille la porte et l'entrouvre, gardant la chaîne de sécurité. Marco se tient devant moi, mais ce n'est plus le Marco que je connaissais. Il a maigri, des cernes creusent ses yeux, et ses vêtements sont froissés comme s'il avait dormi dedans. Marco, qu'est-ce qui t'arrive? Tu as l'air terrorisé? Il rit amèrement. C'est parce que je le suis. Laisse-moi entrer. Céleste, il y a des choses que tu dois savoir sur cette expédition. Des choses que Raphaël nous a cachées à tous. J'hésite encore. Après les révélations de Vincent, je ne sais plus à qui faire confiance. Mais c'est Marco. Nous avons travaillé ensemble pendant 3 ans. Nous avons partagé des plongées dangereuses, des découvertes extraordinaires. J'enlève la chaîne et ouvre la porte. Marco entre rapidement, jetant un coup d'œil inquiet vers le couloir avant de refermer derrière lui. Céleste, ce que je vais te dire va te paraître fou, mais il faut que tu m'écoutes. Il s'assied sur mon canapé sans invitation, passant ses mains dans ses cheveux noirs. Tu te souviens de Jérémy Patterson, le petit protégé de Raphaël? Bien sûr, le type qui devait prendre ma place si je perdais le pari. Il est mort. Les mots tombent comme des pierres dans le silence de mon salon. Quoi? Ma voix n'est qu'un souffle. Il y a 3 semaines. Officiellement, c'est un accident de plongée. Mais j'étais là.
Céleste. J'ai vu son équipement avant qu'il descende. Tout était en parfait état. Et Jérémie était un plongeur expérimenté. Il ne serait jamais descendu seul à 80 mètres de profondeur. Je m'effondre dans mon fauteuil, les jambes coupées. Tu crois qu'il a été tué? J'en suis sûr. Et tu veux savoir le plus effrayant? La veille de sa mort, Jérémie m'avait dit qu'il avait découvert quelque chose de bizarre dans les archives de l'expédition. Des transactions financières suspectes, des contacts avec des collectionneurs privés. Il pensait que Raphaël vendait nos découvertes en sous-main. Une nouvelle pièce du puzzle se met en place. Raphaël, Korkov, les artefacts volés. Marco, pourquoi tu me dis tout ça maintenant? Il lève vers moi des yeux remplis de terreur. Parce que ce matin, j'ai trouvé ça sous ma porte. Il sort de sa poche une enveloppe Kraft. À l'intérieur, une photo de moi, prise hier en sortant du café où j'ai rencontré Vincent. Au dos, un message tapé à la machine. Elle en sait trop. Comme Jérémie. Fais le bon choix. Mon sang se glace. Ils veulent que je te tue, Céleste, ou que je te convainque de disparaître. Et si je refuse, il n'a pas besoin de finir. Je comprends parfaitement. Qui? Je ne sais pas exactement. Mais Raphaël est impliqué, c'est certain. Et il y a quelqu'un d'autre, quelqu'un de plus haut placé dans la hiérarchie. Marco se lève et commence à faire les 100 pas dans mon salon. Céleste, cette expédition n'était pas ce qu'elle semblait être. Nous n'étions pas juste des archéologues en mission scientifique. Nous étions des pions dans un jeu beaucoup plus grand, beaucoup plus dangereux. Quel genre de jeu? Le trafic d'antiquités à l'échelle internationale. Cette épave phénicienne que nous avons découverte, elle ne contenait pas que des objets anciens. D'après ce que Jérémie avait commencé à découvrir, certains artefacts étaient en fait des copies parfaites destinées à remplacer des originaux volés dans des musées. L'ampleur de la conspiration me laisse sans voix. Tu veux dire que j'ai participé sans le savoir du blanchiment d'antiquités volées? Exactement. Et maintenant qu'ils n'ont plus besoin de nous, ils éliminent les témoins gênants. Une pensée horrible me traverse l'esprit. Marco, si Jérémie est mort parce qu'il en savait trop, pourquoi es-tu encore vivant? Il s'arrête net de marcher. Son visage devient livide. Parce que je leur sers encore à quelque chose. Parce qu'ils ont besoin de moi pour t'atteindre. Il sort son téléphone portable de sa poche et me le tend. L'écran affiche un message reçu il y a 1 heure. Elle te fait confiance. Profitant. Tu es jusqu'à ce soir? Marco? Ma voix tremble. Tu n'es pas venu m'avertir, n'est-ce pas? Tu es venu pour... Non. Il secoue la tête violemment. Enfin, si, au début, c'était le plan. Mais en te voyant, en réalisant que tu étais enceinte, je ne peux pas, Céleste, je ne peux pas te faire de mal. Il se rassied, la tête entre les mains. Mais si je ne le fais pas, ils vont me tuer aussi. Et ils enverront quelqu'un d'autre, quelqu'un qui n'aura aucun scrupule. Nous restons silencieux quelques minutes, chacun absorbé par l'horreur de la situation. Dehors, la vie continue normalement. Les gens vont au travail, font leurs courses, vivent leur petite existence tranquille. Ils ne savent pas que dans cet appartement, 2 personnes contemplent leur propre mort annoncée. Il faut qu'on trouve une solution, murmurai-je finalement. Laquelle? Nous enfuir tous les deux? Ils nous rattraperont. Aller voir la police? Nous n'avons aucune preuve solide et ils ont probablement des contacts partout. Ma sœur? Ta sœur est flic à Lyon, Céleste, pas à Marseille. Et même si elle venait, qu'est-ce qu'elle pourrait faire contre un réseau international? Marco a raison, et je le sais. Nous sommes pris au piège. Il y a peut-être une autre solution, dit-il soudain. Quelque chose de fou, de dangereux, mais qui pourrait marcher. Quoi? Et si on les prenait de vitesse? Et si on rassemblait nous-mêmes les preuves dont nous avons besoin pour les faire tomber? Comment? Marco sort de son sac à dos un ordinateur portable que je n'avais pas remarqué. Jérémie m'avait donné ça avant de mourir. Une copie de tous les fichiers qu'il avait réussi à sauvegarder des serveurs de l'expédition. Les vrais comptes, les vraies transactions, les vrais contacts. Il ouvre l'ordinateur et me montre des colonnes de chiffres, des noms, des dates. Tout est là, Céleste. De quoi faire tomber Raphaël et ses complices. Mais il nous faut plus. Il nous faut des témoignages, des preuves physiques, et surtout, il nous faut Alexis Korkov, vivant et parlant. L'idée est si folle que j'en reste bouche bée. Tu veux qu'on capture un tueur professionnel? Marco, tu as perdu la tête. Pas capture, piège, et pas nous seuls.
Ses yeux brillent d'une détermination que je ne lui connaissais pas. J'ai des contacts, Céleste, d'anciens collègues, des gens qui ne sont pas dans la combine. Si on s'y prend bien, on peut retourner la situation. Je porte instinctivement ma main à mon ventre. Le bébé bouge, comme s'il sentait ma peur. Et si ça ne marche pas? Marco me regarde droit dans les yeux. Alors nous mourrons tous les deux. Mais au moins, nous mourrons en nous battant. Un nouveau coup à la porte interrompt notre conversation. Cette fois, pas de voix. Juste 3 coups secs, répétés 2 fois. Marco et moi échangeons un regard terrifié. Il referme rapidement son ordinateur. « Tu attends quelqu'un » Je secoue la tête. Mon cœur bat si fort que j'ai l'impression qu'il va exploser. Les coups se répètent, plus insistants. « Il faut qu'on sorte d'ici » murmure Marco. « Maintenant » Mais alors que nous nous dirigeons vers la fenêtre qui donne sur la ruelle arrière, une voix s'élève derrière la porte. Une voix que je reconnais immédiatement, malgré les 6 mois écoulés. « Céleste, je sais que tu es là. Il faut qu'on parle. Tous les deux. » Alexis Korkov, l'homme que j'ai connu sous le nom de Damien, le père de mon enfant, le tueur qui a orchestré ma vie ces derniers mois. Il est là, derrière cette porte, à quelques mètres de moi. Et pour la première fois depuis des mois, sa voix ne porte aucune trace de mensonge. Juste une urgence, une inquiétude qui me glace d'autant plus qu'elle semble sincère. « Céleste, s'il te plaît, ta vie et celle du bébé sont en danger, et je suis probablement le seul qui puisse vous sauver tous les deux. » Chapitre 3. Quand les masques tombent, y a-t-il quelque chose de plus terrifiant que d'entendre la vérité dans la voix de celui qui vous a menti? Cette question me rend tandis que je fixe la porte de mon appartement, paralysé par l'indécision. Derrière cette cloison de bois se tient l'homme qui a détruit ma vie, et pourtant quelque chose dans sa voix me trouble profondément. Marco me saisit le bras, tentant de m'entraîner vers la fenêtre. « Céleste, on y va. Maintenant » Mais je résiste. Cette urgence dans la voix d'Alexis, cette note de panique que je n'avais jamais entendue dans son timbre habituellement contrôlé. Et s'il disait la vérité? Et si, pour une fois, il ne mentait pas? Céleste. La voix d'Alexis se fait plus pressante. Je sais que Marco Santini est avec toi. Écoute-moi bien, Marco, ils arrivent. Tu as 5 minutes, peut-être moins. Si tu veux vraiment protéger Céleste, ouvre cette porte. Marco blêmit. Comment il sait que je suis là? Parce qu'il nous surveille tous les deux depuis des semaines, répond la voix d'Alexis à travers la porte, comme s'il avait entendu la question. Et parce que l'homme qui t'a donné l'ordre de tuer, Céleste travaille aussi pour moi. Enfin, travaillait. Un frisson glacé me parcourt l'échine. Qu'est-ce qu'il veut dire? Ouvre la porte, Céleste. 3 minutes. Marco secoue la tête violemment. C'est un piège. Il nous attire dans un guet-apens. Marco. La voix d'Alexis se fait soudain cassante. Regarde par la fenêtre. La ruelle arrière. Malgré mes réticences, je m'approche de la fenêtre et écarte légèrement le rideau. Ce que je vois me coupe le souffle. 3 hommes en costume sombre sont postés aux 2 extrémités de la ruelle et un 3e se trouve juste sous ma fenêtre. Ils ne cherchent même pas à se cacher. Ils sont là depuis 1 heure, continue Alexis. Ils attendent juste mon signal pour monter. Mais ce signal, ils ne l'auront pas. 2 minutes, Céleste. Marco vient regarder à son tour et jure dans sa langue maternelle. Madonna mia, qu'est-ce qu'on fait? Je prends une décision qui va peut-être nous condamner tous les deux. Je me dirige vers la porte et commence à déverrouiller les serrures. Céleste, non. Marco tente de m'arrêter, mais je l'écarte fermement. S'il voulait nous tuer, Marco, il n'aurait pas besoin de nous prévenir du danger. Il lui suffirait d'attendre. J'ouvre la porte. Alexis se tient devant moi et le choc de le revoir me frappe de plein fouet. Il n'a pas changé physiquement. Toujours cette même prestance, ces mêmes yeux troublants, mais quelque chose est différent. Il y a dans son regard une fatigue, une vulnérabilité que je n'avais entrevue que par bribes cette nuit-là hier. « Bonjour, Céleste. » Sa voix est douce, presque tendre. Puis ses yeux se posent sur mon ventre et une émotion que je n'arrive pas à identifier traverse son visage. « Tu es magnifique. » Ne joue pas cette comédie avec moi, je réplique, mais ma voix manque de conviction. Je sais qui tu es vraiment, Alexis Korkov. Il sursaute légèrement en entendant son vrai nom, puis sourit amèrement. Vincent Dubois a fait du bon travail, à ce que je vois. Mais il ne t'a pas tout dit, n'est-ce pas? Qu'est-ce que tu veux dire? Alexis entre dans l'appartement, refermant soigneusement la porte derrière lui.
Marco recule instinctivement, mais Alexis l'ignore totalement, concentré sur moi. Vincent Dubois n'est pas journaliste, Céleste. C'est un agent infiltré d'Europol. Et s'il t'a contacté, c'est parce qu'il se sert de toi comme appât. Le monde semble vaciller autour de moi. Quoi? Réfléchis. Comment ce soi-disant journaliste savait-il pour ta grossesse? Comment connaissait-il ton emploi du temps assez précisément pour te contacter au bon moment? Comment avait-il des photos de moi prises dans des contextes où aucun journaliste n'aurait pu accéder? Chaque question frappe juste. J'avais eu ces doutes, ces questions non résolues, mais je les avais écartées, submergé par les révélations sur Alexis. Dubois travaille sur mon dossier depuis 2 ans, continue Alexis, mais il n'a jamais réussi à m'approcher suffisamment pour m'arrêter. Alors il a monté cette opération, t'utiliser comme appât pour m'attirer dans un piège. Et ça n'a pas marché? Ma voix tremble de colère et de confusion. Tu es là, non? Parce que j'ai découvert le vrai plan, Céleste. Et crois-moi, tu ne vas pas aimer ce que j'ai à te dire. Marco, qui était resté silencieux jusque-là, intervient soudain. Et pourquoi on devrait te croire? Tu n'es qu'un menteur et un assassin. Alexis se tourne vers lui pour la première fois et son expression durcit. Marco Santini, 42 ans, spécialisé en conservation d'artefacts marins. Né à Naples, diplômé de l'Université de Bologne. Marié à Sofia Bianchi depuis 15 ans, 2 enfants, Lucia, 12 ans, et Alessandro, 9 ans. Marco Pali, comment tu... Ta famille est en sécurité. Marco, pour l'instant. Mais les hommes qui t'ont demandé de tuer Céleste n'hésiteront pas à s'en prendre à « et si tu ne coopères pas ». Salaud. Marco serre les poings, mais il ne bouge pas. Je ne suis pas ton ennemi, Marco. Nos ennemis sont les mêmes. Alexis se retourne vers moi. Céleste, il faut que tu comprennes quelque chose. Tout ce que Dubois t'a dit sur moi est vrai. Je suis effectivement Alexis Korkov. Je travaille effectivement dans le trafic d'antiquités. Et oui, j'ai tué des gens. Cette franchise brutale me sidère. Mais il y a des choses qu'il ne t'a pas dites. Par exemple, que je travaille pour Europol depuis 3 ans, que je suis un agent infiltré, et que cette nuit à hier, ce n'était pas prévu au programme. Qu'est-ce que tu veux dire? Je veux dire que tomber amoureux de toi n'était pas dans mes objectifs de mission. Ces mots me frappent comme une gifle. Quoi? Cette nuit-là, j'étais effectivement en mission. Ma couverture était parfaite. Damien, le photographe de guerre traumatisé. Mon objectif était de m'approcher de ton équipe, de gagner votre confiance, d'identifier les membres du réseau de Raphaël Blackwood. Il passe une main dans ses cheveux, soudain moins sûr de lui. Mais le pari de Raphaël, ta façon de m'aborder, rien de tout ce n'était prévu. Et quand nous avons commencé à parler, quand j'ai vu qui tu étais vraiment, tu mens. Ma voix est un murmure. Tout était calculé. Même tes histoires d'Afghanistan, même tes cauchemars. Mes cauchemars étaient réels, Céleste. Pas d'Afghanistan, mais de Tchétchénie. Pas en tant que photographe, mais en tant que soldat. Avant de devenir agent infiltré, j'ai servi dans les forces spéciales russes. J'ai vu des choses, fait des choses que je n'oublierai jamais. Il s'approche de moi, et je recule instinctivement. Mais il s'arrête à distance respectueuse. Cette nuit-là, pour la première fois depuis des années, j'ai oublié qui j'étais censé être. J'ai juste été moi, un homme brisé qui rencontrait une femme extraordinaire. Et le matin, ta disparition. J'avais reçu un appel d'urgence de mon contrôleur. L'opération était compromise, il fallait que je parte immédiatement. J'ai voulu te laisser un mot, t'expliquer, mais... Il sort quelque chose de sa poche. Une feuille de papier pliée, jaunie par le temps. Je l'avais écrit. Mais au dernier moment, j'ai réalisé que te dire la vérité te mettrait en danger. Alors je suis parti sans rien dire, en espérant que tu m'oublierais. Je prends la feuille d'une main tremblante et la déplie. L'écriture est masculine, pressée. Céleste, je sais que tu ne comprendras pas, mais je dois partir. Ce qui s'est passé cette nuit n'aurait jamais dû arriver, mais je ne le regrette pas. Tu es la plus belle chose qui me soit arrivée depuis longtemps. Prends soin de toi. Peut-être qu'un jour, Damien... Le papier tremble entre mes doigts. Pourquoi tu me montres ça maintenant? Parce qu'il y a 4 mois, j'ai appris que tu étais enceinte, et que l'enfant était de moi. Comment tu l'as su? Parce que mes supérieurs l'ont su aussi, et parce qu'ils ont décidé de t'utiliser. Un coup sourd retentit soudain dans le couloir, suivi d'un cri étouffé. Marco et moi sursautons, mais Alexis ne semble pas surpris. Il monte, dit-il calmement.
Plus tôt que prévu. Qui ça? Il? L'équipe de Dubois. Officiellement, ils viennent t'évacuer pour ta sécurité. Officieusement, ils vont utiliser ton enfant comme monnaie d'échange pour m'obliger à me rendre. La peur me paralyse. Mon bébé? C'est le plan parfait. Céleste. Ils te gardent en sécurité jusqu'à l'accouchement, puis ils utilisent l'enfant pour me contraindre à révéler tout ce que je sais sur le réseau. Après quoi? Il n'a pas besoin de finir. Mais tu es de leur côté, proteste Marco. Tu travailles pour Europol. Plus maintenant. La voix d'Alexis se durcit. Depuis que j'ai découvert qu'ils étaient prêts à sacrifier une femme innocente et son enfant pour boucler leur enquête. Depuis que j'ai compris que certains membres de la hiérarchie étaient corrompus. Des pas résonnent dans l'escalier. Ils montent. Qu'est-ce qu'on fait? Ma voix n'est qu'un souffle. Alexis sort un pistolet de sous sa veste. Marco et moi reculons instinctivement. On sort d'ici. Tous les trois? Comment? Ils surveillent toutes les issues. Pas toutes. Ils se dirigent vers une fenêtre que je n'utilise jamais, celle qui donne sur l'arrière-cour de l'immeuble voisin. Cette fenêtre communique avec l'appartement d'Axe en grave côté. L'appartement est vide depuis 2 mois, j'ai vérifié. Tu veux qu'on cambriole chez les voisins? Je veux qu'on reste vivant. Un coup violent ébranle ma porte d'entrée, puis la voix de Vincent Dubois. Police, ouvrez. Maintenant, ordonne Alexis. Il force la fenêtre avec une efficacité qui trahit son entraînement militaire. L'espace entre les 2 bâtiments est étroit, moins d'1 mètre, mais franchissable. Toi d'abord, dit-il à Marco. Marco hésite, regardant alternativement Alexis et moi. Je ne partirai pas sans Céleste. Alors on part tous ensemble. Mais maintenant. Ma porte d'entrée cède dans un fracas de bois brisé. Des cris retentissent. Appartement vide. Ils sont passés par où? Marco enjambe le rebord de la fenêtre et saute. Il atterrit sur le balcon d'en face avec un bruit sourd. « À toi, dit Alexis. »« Je ne peux pas. Je suis enceinte de 6 mois. »« Tu peux et tu vas le faire. C'est moins d'1 mètre. Céleste, fais-moi confiance. » Les bruits de pas se rapprochent. Il fouille l'appartement. Je ferme les yeux, prends une grande inspiration et saute. Les bras de Marco m'accueillent et nous manquons tous les 2 de tomber. Alexis nous rejoint une seconde plus tard, refermant soigneusement la fenêtre derrière lui. Ils vont se rendre compte qu'on est passé par là, murmure Marco. Dans quelques minutes, ce qui nous laisse le temps de sortir de l'immeuble. L'appartement voisin est effectivement vide, mais propre. Quelqu'un l'entretient encore. C'est ton plan? Je demande. Une de mes planques. J'en ai plusieurs à Marseille. Nous traversons rapidement l'appartement. Alexis entrouvre la porte d'entrée, jette un coup d'œil dans le couloir. Libre, l'escalier de service. Nous descendons en silence, moi au milieu, protégé par les 2 hommes. Mon cœur bat si fort que j'ai peur qu'on l'entende. Le bébé bouge frénétiquement, comme s'il sentait le danger. Au rez-de-chaussée, Alexis nous fait signe d'attendre et sort discrètement. Il revient 2 minutes plus tard. La voie est libre. Ma voiture est garée à 2 rues d'ici. Nous sortons dans la rue. Le soleil de Marseille me paraît irréel après ces dernières heures d'angoisse. Les gens vaquent à leurs occupations, ignorant du drame qui vient de se jouer. Alexis, je dis alors que nous marchons rapidement vers sa voiture. Si tout ce que tu m'as dit est vrai, pourquoi devrais-je te faire confiance maintenant? Il s'arrête et me regarde droit dans les yeux. Parce que je t'aime, Céleste, et parce que cet enfant que tu portes, c'est aussi le mien. Ces mots simples, prononcé avec une sincérité que je ne peux nier, bouleverse toutes mes certitudes. Mais surtout, ajoute-t-il en reprenant sa marche, parce que maintenant, nous sommes tous les 3 recherchés. Toi, parce qu'il pense que tu es avec moi. Marco, parce qu'il n'a pas rempli sa mission. Et moi, parce que je viens de faire défection. Génial, marmonne Marco. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Alexis ouvre la portière d'une BMW noire garée dans une rue adjacente. Maintenant, on va chercher des réponses. Et pour ça, il faut qu'on retourne là où tout a commencé. C'est-à-dire? Hier, l'épave phénicienne. Parce que ce que vous avez découvert là-bas, Céleste, c'est bien plus qu'un simple trésor archéologique. Je monte dans la voiture, l'esprit en ébullition. Marco s'installe à l'arrière, visiblement peu rassuré. Qu'est-ce qu'il y avait vraiment dans cette épave? Je demande. Alexis démarre et s'engage dans la circulation marseillaise. Les preuves d'un réseau de corruption qui va jusqu'au plus haut niveau d'Europol. Des documents qui pourraient faire tomber des dizaines de fonctionnaires européens.
Et maintenant, il me jette un regard dans le rétroviseur. Maintenant, ils veulent récupérer ces preuves. À n'importe quel prix. Alors que nous quittons Marseille, une dernière question me brûle les lèvres. Alexis, cette nuit hier, quand tu m'as dit que tu m'aimais, c'était vrai? Son silence dure si longtemps que je crois qu'il ne répondra pas. Puis, sans quitter la route des yeux. C'était la seule vérité que j'ai dite ce soir-là, Céleste. Et c'est encore vrai aujourd'hui. Mais alors que nous filons vers hier et vers des révélations qui risquent de tous nous détruire, je ne peux m'empêcher de me demander, et si Alexis mentait encore? Et si cette nouvelle version des faits n'était qu'un mensonge de plus subtil, plus dangereux que les précédents? Car il y a une chose qu'il n'explique toujours pas. Comment a-t-il su exactement où me trouver ce matin? Comment a-t-il su que Marco était avec moi? Et pourquoi, malgré toutes ces explications, ai-je encore l'impression qu'il me cache quelque chose d'essentiel? Chapitre 4. Quand les secrets remontent à la surface, vous est-il déjà arrivé de retourner sur un lieu qui a changé votre vie, en sachant que cette fois, vous pourriez ne pas en ressortir vivant? Cette pensée me hante tandis que nous approchons d'hier, cette petite ville côtière où tout a basculé il y a 6 mois. Le paysage méditerranéen défile par la fenêtre de la BMW, mais je ne peux m'empêcher de scruter chaque voiture qui nous suit, chaque motard qui nous dépasse. Alexis conduit en silence depuis que nous avons quitté Marseille. Ses mains sur le volant trahissent une tension qu'il tente de dissimuler. À l'arrière, Marco sommeille par intermittence, épuisé par les émotions des dernières heures. Moi, je ne peux pas dormir. Trop de questions, trop de peur, trop d'incertitudes. Alexis, je murmure pour ne pas réveiller Marco. Cette épave, qu'est-ce qu'elle contenait vraiment? Il jette un coup d'œil dans le rétroviseur, vérifiant que Marco dort toujours. Tu te souviens de cette amphore particulière que vous avez trouvée? Celle qui était scellée différemment des autres? Je me souviens parfaitement. Une amphore phénicienne du 7e siècle avant Jésus-Christ, mais dont le scellement semblait plus récent. Raphaël avait insisté pour l'ouvrir en privé, prétextant des protocoles de sécurité spéciaux. Elle ne contenait pas d'huile d'olive antique, continue Alexis. Elle contenait une clé USB, dissimulée dans un compartiment étanche moderne, camouflée par une couche de sédiments artificiels. Une clé USB? Mais comment? Le réseau utilise les épaves archéologiques comme cachette depuis des années. Qui irait fouiller une épave déjà nettoyée par une équipe scientifique? C'est le camouflage parfait. L'ampleur de la manipulation me laisse sans voix. Nous n'étions pas des archéologues en mission scientifique. Nous étions des couvertures involontaires pour une opération de récupération de données. Et cette clé USB contenait quoi? Les comptes offshore de 53 fonctionnaires européens. Des enregistrements compromettants de négociations d'armement, des preuves de détournement de fonds humanitaires, assez pour faire tomber la moitié de la classe politique européenne. Mais alors, pourquoi Raphaël ne l'a-t-il pas simplement récupéré discrètement? Pourquoi monter toute cette mascarade avec le pari? Le sourire d'Alexis n'a rien de rassurant, parce que la clé USB était cryptée, et que le code de décryptage était gravé sur une autre pièce de l'épave. Une pièce que tu avais cataloguée et mise en sécurité avant que Raphaël puisse mettre la main dessus. Mon sang se glace. Laquelle? Le pendentif phénicien en or. Celui que tu portais encore il y a 6 mois. Ma main vole instinctivement vers ma gorge. Le pendentif. Ce petit bijou antique que j'avais trouvé le premier jour de fouille et que j'avais gardé précieusement, fasciné par sa beauté et son excellent état de conservation. Raphaël m'avait dit que je pouvais le garder temporairement pour l'étudier. Il est chez moi, murmure-je, dans ma chambre, dans mon coffret à bijoux. Plus maintenant. Qu'est-ce que tu veux dire? Réfléchis, Céleste. Pourquoi crois-tu que Dubois et son équipe ont mis autant d'empressement à fouiller ton appartement ce matin? Ils ne venaient pas seulement pour toi. L'horreur de la situation me frappe de plein fouet. Pendant que nous fuyions par la fenêtre, ils récupéraient le pendentif, la dernière pièce du puzzle. Donc maintenant, ils ont tout? Pas tout. Alexis ralentit à l'approche d'hier. Il leur manque encore quelque chose que seul moi je peux leur donner. Quoi? Le mode d'emploi. Tu vois, cette clé USB n'est pas un simple fichier de données. C'est un virus informatique d'une sophistication incroyable. Si on l'utilise mal, au lieu de révéler les données compromettantes, il les détruit et remonte jusqu'à la source qui a tenté de les pirater. Marco s'étire à l'arrière, émergeant de sa sieste. On arrive. Dans 10 minutes, répond Alexis. Marco, il faut que tu saches quelque chose. Ta famille.
Marco se redresse instantanément, aux aguets. Qu'est-ce qu'il y a avec ma famille? Elle est en sécurité. Mes anciens collègues d'Europol les ont évacués ce matin vers une planque, officiellement pour les protéger de représailles, officieusement comme monnaie d'échange. Salaud! Marco serre les poings. Comment je peux être sûr qu'ils ne leur feront pas de mal? Parce qu'ils ont besoin de toi vivant et coopératif. Ta spécialité en conservation d'artefacts marins, c'est exactement ce qu'il leur faut pour authentifier certaines pièces du trésor. Nous entrons dans hier. La ville me semble étrangement normale, presque banale. Les touristes se promènent, les commerces sont ouverts, la vie suit son cours habituel. Difficile d'imaginer que cette petite cité tranquille abrite l'un des plus gros scandales de corruption européenne. Où on va exactement? Je demande. Au port? J'ai un bateau amarré là-bas. Il faut qu'on retourne sur le site de l'épave. Pourquoi? Parce qu'il reste une dernière cache. Une cache que même Raphaël ne connaissait pas. Alexis se gare près du port de plaisance. L'endroit grouille d'activité. Pêcheurs qui rentrent de leur sortie matinale, plaisanciers qui préparent leur voilier, touristes qui prennent des photos. Un cadre parfait pour passer inaperçu. Son bateau, c'est lequel? Demande Marco. Alexis pointe un yacht de taille moyenne amarré au bout d'un ponton. Élégant mais discret. Exactement le genre d'embarcation qu'utiliserait un homme qui veut éviter d'attirer l'attention. Nous marchons vers le bateau quand Alexis s'arrête brusquement. Merde! Quoi? Regardez le bateau. La proue. Je plisse les yeux. Il y a quelqu'un sur le pont. Une silhouette féminine assise tranquillement à l'ombre d'un parasol qui semble nous attendre. Qui c'est? Des ennuis. Nous approchons prudemment. La femme lève la tête à notre arrivée. La cinquantaine, élégante, des cheveux blonds coupés au carré et des lunettes de soleil griffées. Elle porte une robe d'été claire et sourit comme si nous étions de vieux amis qui se retrouvent. Bonjour, Alexis. Mademoiselle Moreau. Monsieur Santini. Sa voix porte un accent que je n'arrive pas à identifier immédiatement. Germanique peut-être. Helena, dit Alexis d'une voix tendue. Qu'est-ce que tu fais là? J'attends. Comme toi, d'ailleurs. Nous attendons tous les deux la même chose. Elle se lève gracieusement et nous fait signe de monter à bord. Je ne pense pas que nous ayons le choix, murmure Alexis. Helena Kruger ne voyage jamais seule. Effectivement, dès que nous montons sur le pont, deux hommes émergent de la cabine. Costauds, silencieux, visiblement armés. Qui est-ce? Je chuchote. Ma supérieure hiérarchique. Enfin, mon ancienne supérieure. Helena Kruger nous accueille avec un sourire qui n'atteint pas ses yeux. Asseyez-vous, je vous en prie. Nous avons beaucoup de choses à nous dire. Nous nous installons autour d'une table de pont. L'un des gardes du corps reste près de nous, l'autre disparaît dans la cabine. Alexis, mon cher Alexis, tu m'as beaucoup déçu. Helena, je peux tout expliquer. Oh, mais je sais déjà tout. Elle sort un tablette de son sac à main et fait défiler plusieurs documents. Ta petite escapade amoureuse, ta grossesse de cœur devant le sort de Mademoiselle Moreau, ton soudain accès de conscience morale. Elle lève les yeux vers moi. Vous savez, ma chère, Alexis a toujours eu un faible pour les femmes intelligentes. Cela fait de lui un excellent agent infiltré, mais parfois un piètre professionnel. Que voulez-vous? Ma voix tremble légèrement. Ce que nous avons toujours voulu. La clé USB, le code de décryptage et les informations sur les autres caches. Et ensuite? Ensuite? Helena sourit comme si ma question l'amusait. Ensuite, vous disparaissez tous les trois, discrètement, proprement, sans laisser de traces. Marco se lève brusquement, mais le garde du corps pose immédiatement une main sur son épaule, le forçant à se rasseoir. Vous êtes folle. Vous ne pouvez pas nous tuer comme ça, en plein jour, dans un port. Mon cher Marco, vous sous-estimez nos ressources. Un accident de plongée, par exemple. 3 passionnés d'archéologie marine qui tentent une exploration risquée et ne remontent jamais. Ces choses arrivent si souvent en Méditerranée. Helena, intervient Alexis, tu n'as pas besoin de les tuer. C'est moi que tu veux. Détrompez-vous. J'ai besoin de vous tous. Toi, Alexis, pour tes connaissances techniques. Marco, pour authentifier les pièces que nous allons récupérer. Et Mademoiselle Moreau? Elle marque une pause, son regard se portant sur mon ventre. Mademoiselle Moreau pour m'assurer de votre coopération totale. Un enfant à naître, c'est un levier de pression extrêmement efficace. Vous êtes malade. Je suis pragmatique, ma chère.
Cette opération représente des enjeux de plusieurs centaines de millions d'euros. Et accessoirement, elle me permettra de prendre une retraite très confortable. Alexis se penche vers elle. Elena, réfléchis. Si tu fais ça, tu ne pourras plus jamais retourner en arrière. Europol te recherchera jusqu'à la fin de tes jours. Europol? Elle éclate de rire. Mon pauvre Alexis, tu crois encore qu'Europol existe vraiment? Cette organisation n'est qu'une façade. Derrière, il n'y a que des intérêts privés, des réseaux d'influence, des jeux de pouvoir. Elle se penche vers nous, baissant la voix. Tu veux savoir qui finance vraiment nos opérations? Qui décide quelles enquêtes mener et lesquelles enterrer? Ce ne sont pas les gouvernements européens. Alexis, ce sont les mêmes personnes que nous sommes censés traquer. Cette révélation me laisse sans voix. Si ce qu'elle dit est vrai, alors pourquoi continuer? Demande Marco. Pourquoi ne pas tout révéler? Parce que révéler quoi? À qui? Tous les journalistes sont achetés. Tous les politiques sont compromis. Tous les juges sont sous influence. Il n'y a pas de gentils dans cette histoire, Monsieur Santini. Il n'y a que des prédateurs plus ou moins habiles. Alexis secoue la tête. Tu as tort, Elena. Il reste encore des gens honnêtes. Il reste encore de l'espoir? Elle sourit avec amertume. L'espoir, c'est pour les naïfs, Alexis. Moi, j'ai choisi le camp des vainqueurs. Le garde du corps qui était descendu dans la cabine remonte sur le pont. Il fait signe à Elena que tout est prêt. Parfait. Alors, mes chers amis, il est temps de nous rendre sur le site de fouille. Marco, vous allez nous guider. Alexis, vous allez nous expliquer comment accéder aux caches secrètes. Et vous, mademoiselle Moreau? Elle me sourit avec une fausse bienveillance. Vous allez rester bien sage et veiller sur votre bébé. Ce serait dommage qu'il lui arrive quelque chose à cause de l'imprudence de sa maman. Le yacht démarre et quitte lentement le port d'Hyères. Nous filons vers le large, vers cette zone marine que je connais si bien et où ma vie a basculé il y a 6 mois. Mais cette fois, je sais qu'il n'y aura pas de retour en arrière possible. Elena, dit soudain Alexis alors que nous approchons du site de l'épave, il y a quelque chose que tu ne sais pas. Quelque chose d'important. Ah oui? Éclaire-moi. Vincent Dubois n'est pas mort. Elena se fige. Impossible. Mes hommes l'ont éliminé hier soir. Tes hommes ont éliminé un sosie. Dubois est encore en vie et il sait où nous sommes. Tu mens? Regarde l'horizon. Elena, c'est 3 bateaux qui nous suivent depuis qu'on a quitté le port. Tu crois vraiment que c'est une coïncidence? Elena sort des jumelles de son sac et scrute l'horizon. Son visage se décompose. Comment? Parce que moi aussi, je joue sur plusieurs tableaux. Elena, et parce que j'ai pris quelques assurances avant de venir te voir. L'une des embarcations qui nous suivent accélère soudain. C'est un patrouilleur de la Marine nationale et il se dirige droit sur nous. Qu'est-ce que tu as fait? Elena a perdu toute sa superbe. Alexis sourit pour la première fois depuis des heures. J'ai fait ce que tout bon agent infiltré fait quand sa couverture est grillée. J'ai changé de camp. Encore? Mais alors que le patrouilleur se rapproche et que j'ose enfin espérer que nous allons être secourus, Elena Kruger sort un pistolet de son sac et le pointe directement sur mon ventre. Dans ce cas, Alexis, j'espère que tu n'étais pas trop attaché à ta petite famille. Parce que si ce bateau nous arraisonne, la première balle sera pour le bébé. Chapitre 5. Quand la vérité émerge des profondeurs, avez-vous déjà regardé la mort en face en sachant que votre prochain souffle pourrait être le dernier? Ces questions me traversent l'esprit tandis que le canon du pistolet d'Elena Kruger reste pointé sur mon ventre. Le patrouilleur de la marine française se rapproche inexorablement, ses haut-parleurs crachotant des ordres d'arrêt que personne sur notre yacht ne semble vouloir respecter. « Elena, pose cette arme !» dit Alexis d'une voix qui s'efforce de garder calme. « Tu sais très bien que tuer Céleste ne t'apportera rien. » Détrompez-vous. Le sourire d'Elena est glacial. Sa mort vous paralyserait suffisamment longtemps pour que nous puissions nous échapper. Et accessoirement, elle éliminerait le seul témoin qui puisse me nuire. Quel témoin? Ma voix n'est qu'un murmure, mais Elena l'entend parfaitement. Vous croyez vraiment que votre rencontre avec Alexis était un hasard, ma chère? Vous pensez sincèrement que Raphaël Blackwood a monté ce pari stupide de son propre chef? Un frisson glacé me parcourt l'échine. Qu'est-ce que vous voulez dire? Je veux dire que cette soirée à hier, il y a 6 mois, était orchestrée dans les moindres détails. Par moi, le monde semble s'écrouler autour de moi. Encore, combien de couches de mensonges vais-je devoir endurer? Raphaël Blackwood travaillait pour vous. Travaillait? Oui. Malheureusement,
Il est devenu trop gourmand. Les accidents de plongée. Décidément, c'est très pratique. Marco pâlit. Vous l'avez tué? Raphaël est mort? Il y a 3 semaines, juste après la mort de votre petit Jérémy Patterson. 2 hommes qui en savaient trop et qui commençaient à poser les mauvaises questions. La nausée me submerge. Raphaël, Jérémy, combien de morts sur la conscience de cette femme? Pourquoi? Les mots s'échappent de mes lèvres malgré moi. Pourquoi tant de violence? Pourquoi ne pas simplement récupérer ce que vous cherchiez? Parce que ce que nous cherchons, ma chère Céleste, c'est bien plus compliqué que vous ne l'imaginez. Elena jette un coup d'œil vers le patrouilleur, qui n'est plus qu'à quelques centaines de mètres. Ces 2 gardes du corps se positionnent stratégiquement sur le pont, arme à la main. Vous voyez, ces clés USB et ce pendentif ne sont que des éléments d'un puzzle beaucoup plus vaste. Un puzzle qui concerne l'avenir géopolitique de l'Europe. Je ne comprends pas. Bien sûr que vous ne comprenez pas. Vous n'êtes qu'une petite archéologue idéaliste qui croit encore que la science peut changer le monde. Le mépris dans sa voix me révolte, mais je ne peux rien faire d'autre qu'écouter. Les données contenues dans ces clés OSB ne concernent pas seulement la corruption de quelques fonctionnaires européens. Elles contiennent les plans détaillés d'une opération de déstabilisation massive. Des attentats terroristes, des crises financières artificielles, des révolutions orchestrées, tout ce qu'il faut pour plonger l'Europe dans le chaos. Et vous voulez les vendre aux plus offrants? Les vendre? Elena éclate de rire. Ma pauvre enfant, je ne veux pas les vendre. Je veux les utiliser. Alexis se redresse brusquement. Elena, tu as perdu la raison. Tu ne peux pas? Je peux et je vais le faire. Savez-vous combien d'argent on peut gagner en spéculant sur l'effondrement d'une monnaie? Combien de pouvoir on peut acquérir en soutenant le bon dictateur au bon moment? Le patrouilleur actionne sa sirène. Plus que quelques minutes avant qu'il nous arraisonne. Le chaos, mes chers amis, c'est l'avenir. Et moi, j'ai choisi d'en être l'architecte plutôt que la victime. Tu es folle? Explose Marco. Tu parles de millions de morts. Je parle d'évolution, monsieur Santini. L'Europe actuelle est condamnée. Trop de démocratie, trop de droits de l'homme, trop de faiblesse. Il faut un électrochoc pour la sauver d'elle-même. En la détruisant, en la reconstruisant, sur des bases plus solides. Le patrouilleur lance ses grappins. Dans quelques secondes, les marins français vont monter à bord. Elena, crie Alexis. Il n'est pas trop tard. Rends-toi, explique-leur la situation. Me rendre? Elle ricane. Pour finir dans une cellule française? Non, merci. Elle appuie le canon de son arme plus fermement contre mon ventre. Le bébé bouge frénétiquement, comme s'il sentait le danger. Voici ce qui va se passer. Nous allons descendre dans la cabine, tous ensemble. Mes hommes vont expliquer aux gentils marins français qu'il s'agit d'un malentendu. Et pendant ce temps, nous allons avoir une petite conversation à propos de l'emplacement exact de la dernière cache. Je ne sais pas où elle, proteste-je. Bien sûr que si. Vous le savez sans le savoir. Alexis va vous aider à vous en souvenir. Les premiers marins français montent à bord. Jeunes, déterminés, visiblement entraînés pour ce genre de situation. Mais ils ne savent pas qu'une femme enceinte se trouve en bas avec un pistolet sur le ventre. Contrôle de routine, lance leur chef. Vos papiers, s'il vous plaît. L'un des gardes du corps d'Elena s'avance, souriant, les mains bien visibles. Bien sûr, lieutenant, voici nos documents. Pendant qu'il occupe les marins, Elena nous pousse vers l'escalier menant à la cabine. En bas, silencieusement. La cabine du yacht est spacieuse et luxueusement aménagée. Elena nous fait asseoir sur les banquettes pendant qu'elle reste debout, son arme toujours pointée sur moi. Maintenant, parlons sérieusement. Alexis, tu vas m'expliquer exactement où se trouve cette fameuse cache dont tu m'as parlé. Elena, Pas de mensonge. Plus le temps. Au-dessus de nous, j'entends les voix des marins qui discutent avec les hommes d'Elena. Tout semble se passer normalement. Trop normalement. La cache se trouve dans la section tribord de l'épave, dit finalement Alexis. Mais elle est piégée, si on ne suit pas la procédure exacte. Elle se détruit. Oui, je sais. C'est pour ça que j'ai besoin de vous tous. Marco me jette un regard inquiet. Il a l'air d'avoir compris quelque chose que je n'arrive pas encore à saisir. Elena, dit-il soudain, vous avez fait une erreur. Ah oui? Laquelle? Vous pensez que les marins français vont repartir comme ça, sans fouiller le bateau? Elena hausse les épaules. Mes hommes savent être convaincants.
Peut-être, mais vous avez oublié un détail. Lequel? Marco sourit pour la première fois depuis des heures. Ce patrouilleur n'est pas français. Elena se fige. Qu'est-ce que tu dis? Regardez bien les uniformes. Elena, regardez les insignes. Ce sont des commandos italiens de la Guardia di Finanza. Et ils ne sont pas là par hasard. La panique envahit le visage d'Elena. Elle se précipite vers un hublot et regarde vers le pont supérieur. Impossible? Très possible, intervient Alexis. Tu vois, Elena, toi aussi tu as été manipulée. Ce patrouilleur nous suit depuis que nous avons quitté Marseille. Et Marco, ici présent, est bien plus qu'un simple spécialiste en conservation d'artefacts. Je regarde Marco avec des yeux ronds. Qu'est-ce qu'il veut dire? Marco soupire et sort de sa poche une plaque de police italienne. Marco Santini, Guardia di Finanza, section de lutte contre le trafic d'œuvres d'art. Désolé, Céleste, mais je ne pouvais pas te dire la vérité plus tôt. Quoi? Ma voix n'est qu'un souffle. Tu es flic? Agent infiltré. Comme Alexis. Nous travaillons sur cette affaire depuis 2 ans. Elena pointe son arme vers Marco, mais Alexis profite de sa distraction pour bondir sur elle. Il lutte pour le contrôle du pistolet pendant que je me réfugie dans un coin de la cabine. Au-dessus de nos têtes, j'entends soudain des cris, des bruits de lutte, puis plusieurs coups de feu. L'un des hommes d'Elena dévale l'escalier en titubant, du sang sur sa chemise. « Madame, les Italiens, ils nous ont tués. » Elena repousse violemment Alexis et récupère son arme. « Merde, comment ont-ils su ?»« Parce que nous leur avons dit, » répond une voix depuis l'escalier. Vincent Dubois apparaît, escorté par 2 commandos italiens en tenue de combat. Il a l'air fatigué mais souriant. « Bonjour, Elena. Cela faisait longtemps. »« Vincent ?» La voix d'Elena n'est plus qu'un murmure. « Tu es censé être mort. »« Rumor of my death have been greatly exalted, » répond-il avec un sourire ironique. Comme dirait Mark Twain. Il s'avance dans la cabine, ignorant complètement le pistolet qu'Elena tient toujours. Tu sais, Elena, tu as commis une erreur fondamentale dans toute cette opération. Laquelle? Tu as cru que tout le monde était corrompu, que tout le monde avait un prix, que tout le monde était comme toi. Elena ricane. Et alors? J'avais tort? Complètement tort. Il existe encore des gens honnêtes dans ce monde, des gens qui croient encore à la justice, à la vérité, au bien commun. Il fait signe aux commandos italiens qui s'approchent d'Elena. Et ces gens-là, Elena, ils ont décidé de t'arrêter. Elena lève son arme vers Vincent, mais Marco la désarme d'un geste rapide et précis. Le pistolet tombe sur le sol de la cabine dans un bruit métallique. C'est fini, Elena, dit Alexis en se relevant. Tout est fini. Mais Elena Kruger n'a pas dit son dernier mot. Alors que les commandos s'approchent pour lui passer les menottes, elle sort quelque chose de sa poche. Une petite télécommande noire. Vous croyez vraiment que c'est si simple? Elle lève la télécommande au-dessus de sa tête. Cette télécommande est reliée à des chars explosifs placés sur l'épave phénicienne. Si j'appuie sur ce bouton, toutes les preuves que vous cherchez seront pulvérisées. Pour toujours. Le silence s'abat sur la cabine. Vincent et les commandos s'immobilisent. « Qu'est-ce que vous voulez ?» demande Vincent. « Un hélicoptère, un passage vers un pays sans extradition, et la garantie que personne ne me suivra. »« Impossible. » Dans ce cas, Elena approche son doigt du bouton. « Adieu les preuves. Adieu l'enquête. Adieu la vérité. »« Attendez. » Ma voix surprend tout le monde, y compris moi-même. « Elena, vous avez oublié quelque chose. »« Ah oui? Quoi? Cette télécommande ne peut pas fonctionner. » Elena me regarde avec mépris. Et pourquoi donc, ma petite archéologue naïve? Parce que l'épave phénicienne n'existe plus. Le silence qui suit ma déclaration est assourdissant. Qu'est-ce que tu veux dire? Demande Alexis. Je prends une grande inspiration avant de révéler le secret que je garde depuis 6 mois. Il n'y a jamais eu d'épave phénicienne. Du moins, pas comme vous le croyez tous. Tous les regards convergent vers moi. L'épave était un faux. Une reconstitution parfaite, oui, mais un faux quand même. Construite spécialement pour cette opération, coulée à cet endroit précis il y a seulement 2 ans. Impossible, proteste Elena. J'ai vu les analyses, les datations au carbone 14. Les datations portaient sur quelques vrais artefacts phéniciens, soigneusement intégrés au décor. Mais le reste était de la pure mise en scène.
Marco me regarde avec des yeux ronds. Comment tu le sais? Parce que j'ai participé à sa construction. Cette révélation tombe comme une bombe. Même Vincent semble sous le choc. Il y a 3 ans, j'ai été contacté par une organisation que je pensais être un institut de recherche privé. Ils voulaient que j'aide à construire une réplique parfaite d'épave phénicienne pour un documentaire. Le projet était top secret, très bien payé. J'ai supervisé chaque détail, de la construction de la coque aux moindres objets du cargo. Et tu n'as jamais eu de soupçon? Demande Alexis. Pas jusqu'au jour où nous l'avons découverte. Quand j'ai vu cette épave que j'avais moi-même conçue, présentée comme une découverte archéologique authentique, j'ai compris que j'avais été manipulé. Elena devient livide. Tu mens? Je ne mens pas. Et la preuve? C'est que vos explosifs ne sont pas placés sur une épave vieille de 2700 ans, mais sur une construction moderne bourrée de capteurs et de caméras de surveillance. Je souris pour la première fois depuis des heures. Des capteurs qui ont enregistré chacun de vos passages, chacune de vos conversations, chaque détail de votre opération. Tout est filmé. Elena, tout est enregistré. La télécommande tombe des mains d'Elena. Elle s'effondre sur une banquette, complètement défaite. Alors, tout ça pour rien? Pas pour rien, intervient Vincent. Grâce à cette opération, nous avons démantelé l'un des plus gros réseaux de trafic d'antiquités d'Europe, et nous avons identifié tous les agents corrompus d'Europol. Il se tourne vers moi avec un sourire respectueux. Céleste, sans votre aide involontaire, jamais nous n'aurions pu monter une opération de cette envergure. Mon aide involontaire? Vous ne le saviez pas, mais depuis 3 ans, vous travaillez pour nous. Cette fausse épave était le piège parfait. Il ne nous restait plus qu'à attendre que les poissons mordent à l'hameçon. Je regarde tour à tour Vincent, Alexis, Marco, tous ces visages qui se révèlent sous un jour nouveau. Et Alexis? Il travaillait vraiment pour vous. Vincent échange un regard avec Alexis. Alexis est un cas particulier. Il a effectivement travaillé pour Elena et son réseau. Mais il a aussi travaillé pour nous. Et à la fin, il sourit. À la fin, il a choisi son camp. Le bon camp. Et moi? Ma voix est faible. Qu'est-ce que je deviens dans tout ça? Vous? Alexis s'approche de moi et prend doucement mes mains dans les siennes. Vous allez élever notre enfant. Loin de tout ça. Dans la vérité, cette fois. Comment je peux te faire confiance? Comment je peux être sûr que cette fois, tu ne mens pas? Il me regarde droit dans les yeux, et pour la première fois depuis 6 mois, je n'y vois aucune trace de duplicité. Parce que l'opération est terminée, Céleste. Parce qu'Elena est arrêtée, le réseau démantelé, les preuves rassemblées. Parce qu'il n'y a plus aucune raison de mentir. Et parce que je t'aime, ajoute-t-il dans un murmure. Pour de vrai, cette fois. Au-dessus de nous, j'entends les hélicoptères qui arrivent. L'opération touche à sa fin. Bientôt, nous serons de retour sur la terre ferme, loin de ce yacht, loin de ces mensonges, loin de cette folie. Mais une question me brûle encore les lèvres. Vincent, pourquoi ne pas m'avoir dit la vérité dès le début? Pourquoi m'avoir laissé dans l'ignorance pendant tout ce temps? Vincent soupire. Parce que votre innocence était notre meilleure protection. Céleste, si vous aviez su que vous participiez à une opération d'infiltration, votre comportement aurait changé. Et Elena s'en serait aperçue. Alors j'ai été manipulé par tout le monde. Vous avez été protégé par tout le monde. Il y a une différence. Peut-être. Mais alors que les commandos emmènent Elena et ses complices, alors que nous remontons sur le pont sous le soleil méditerranéen, je ne peux m'empêcher de me demander combien d'autres secrets, combien d'autres mensonges, combien d'autres vérités cachées vont encore ressurgir. Car dans cette affaire, rien n'a jamais été ce qu'il semblait être. Alors pourquoi les révélations de ces dernières minutes seraient-elles différentes? Chapitre 6. Quand les derniers masques tombent, avez-vous déjà eu l'impression que votre vie entière n'était qu'un spectacle dont vous étiez la seule à ignorer le scénario? Cette pensée me hante tandis que l'hélicoptère nous ramène vers la côte française. Par le hublot, je vois le yacht d'Elena qui s'éloigne, escorté par les patrouilleurs italiens. Une page se tourne, mais j'ai la terrible certitude que l'histoire n'est pas terminée. Alexis est assis en face de moi, silencieux depuis notre décollage. Vincent Dubois consulte des documents sur sa tablette, parlant à voix basse dans son micro-casque avec ses supérieurs. Marco, lui, contemple l'horizon d'un air songeur. Personne ne semble vouloir briser ce silence pesant. C'est finalement moi qui romps le mutisme. Vincent, j'ai encore des questions. Il lève les yeux de sa tablette. Je vous écoute. Cette opération, elle a vraiment duré 3 ans. 4 ans, en réalité.
La construction de la fausse épave a demandé une année complète de préparation. Et pendant tout ce temps, vous m'avez surveillé. Vincent échange un regard avec Alexis. Pas surveillé, Céleste. Protégé. Quelle différence! Nous avions identifié Elena et son réseau, mais nous ne connaissions pas l'étendue de leur infiltration dans nos services. Il nous fallait quelqu'un d'absolument fiable, quelqu'un d'extérieur au milieu policier. Et vous m'avez choisi. Nous vous avons recruté. À votre insu. Certes, mais nous vous avons recruté. La nausée me reprend. Donc ma carrière, mes recherches, tout était faux. Vos recherches étaient authentiques, Céleste. Votre passion pour l'archéologie marine est réelle. Nous nous sommes contentés d'orienter certaines de vos opportunités professionnelles. Comme cette mission ailleurs, je me tourne vers Marco. Et toi, depuis combien de temps tu savais? Marco se passe une main dans les cheveux. Depuis le début. Mais Céleste, tu dois comprendre. Comprendre quoi? Que tous mes amis, tous mes collègues, toute ma vie professionnelle n'étaient qu'une gigantesque manipulation. Comprendre que sans cette opération, des milliers de personnes seraient mortes. Sa véhémence me surprend. Elena ne plaisantait pas, Céleste. Les plans qu'elle avait récupérés, ils prévoyaient des attentats dans 10 capitales européennes. Des crises financières orchestrées qui auraient ruiné des millions de familles. Une guerre civile en Italie, un coup d'État en Grèce, l'effondrement de l'Union européenne. Et vous l'avez arrêtée. Nous avons arrêté Elena, mais le réseau qu'elle dirigeait est bien plus vaste que ce que nous pensions. Vincent referme sa tablette et se penche vers moi. Céleste, ce que je vais vous dire va probablement vous choquer, mais il faut que vous sachiez. Cette opération n'est pas terminée. Mon sang se glace. Qu'est-ce que vous voulez dire? Elena était un maillon important, mais pas le cerveau de l'organisation. Ses supérieurs sont encore en liberté. Et maintenant qu'elle est tombée, ils vont tout faire pour éliminer les témoins gênants. C'est-à-dire nous? C'est-à-dire vous, Céleste. Vous êtes la seule personne au monde à connaître tous les détails techniques de la fausse épave. Vous êtes la seule à pouvoir témoigner de la façon dont elle a été construite et utilisée. Mais puisque vous avez tout enregistré, les enregistrements peuvent être falsifiés, niés, contestés devant un tribunal. Votre témoignage direct, lui, est irréfutable. L'hélicoptère commence à descendre vers l'aéroport de Toulon. Je vois les pistes qui se rapprochent, le trafic aérien habituel, cette normalité à laquelle j'aspire tant. Qu'est-ce que vous attendez de moi? Que vous acceptiez d'entrer dans un programme de protection de témoins. Temporairement. Combien de temps? Le temps du procès. 6 mois, peut-être 1 an. Et mon bébé? Votre bébé sera protégé aussi, évidemment. Je regarde Alexis, qui n'a toujours pas prononcé un mot. Et lui, il fait partie du programme aussi. Vincent suit mon regard. Alexis a le choix. Il peut rester avec vous ou reprendre ses fonctions d'agent infiltré. Quelle fonction? Je croyais que l'opération était terminée. Cette opération, oui, mais il y en aura d'autres. Il y en a toujours d'autres. Alexis lève enfin les yeux vers moi. Céleste, il faut qu'on parle. Seul à seul. L'hélicoptère se pose dans un vacarme assourdissant. Des agents nous attendent déjà sur le tarmac, des hommes en costume sombre avec des oreillettes et des regards méfiants. Le genre d'hommes qui font disparaître les gens dans des programmes de protection. Vous avez 1 heure pour réfléchir, dit Vincent en descendant de l'appareil. Après ça, nous devrons prendre des mesures d'urgence pour assurer votre sécurité. Marco me serre brièvement dans ses bras. Désolé pour tous les mensonges, Céleste, mais tu as été formidable. Sans toi? Je sais, j'ai sauvé l'Europe. Merci de me le rappeler. Il sourit tristement et s'éloigne avec Vincent et les autres agents. Alexis et moi restons seuls sur le tarmac, dans le bruit des réacteurs et l'odeur de kérosène. Alexis, j'ai besoin de savoir. Savoir quoi? Si quelque chose, n'importe quoi dans notre relation était vrai. Si tu as éprouvé quelque chose de sincère, ne serait-ce qu'une fois. Il me prend les mains, ses yeux plongés dans les miens. Cette nuit à hier, quand nous avons fait l'amour, c'était la première fois depuis des années que j'étais vraiment moi-même. Alexis, pas Damien, pas l'agent infiltré, pas le personnage que je joue en permanence. Juste moi. Et maintenant, je ne sais plus qui je suis vraiment. 4 ans d'infiltration. Céleste, 4 ans à mentir, à jouer des rôles, à trahir la confiance des gens.
Je ne sais même plus ce qui relève de mon vrai caractère ou de mes couvertures successives. Sa sincérité me bouleverse. Et nous? Et le bébé? Le bébé? Il pose doucement sa main sur mon ventre. Le bébé est la seule chose vraie qui me soit arrivée depuis longtemps. La preuve que j'existe encore, quelque part sous tous ces mensonges. Mais je ne sais pas si je suis capable d'être un père. Un vrai père. Pas un rôle, pas un personnage. Un homme qui rentre le soir chez lui, qui aide au devoir, qui raconte des histoires au coucher. Des larmes coulent sur mes joues. Tu pourrais apprendre. Et si je n'y arrive pas? Et si, au bout de quelques mois, l'envie de repartir en mission devient trop forte? Et si je vous abandonne encore? Et si tu essayais quand même? Il me regarde longuement, comme s'il cherchait une réponse dans mes yeux. Céleste, Vincent ne t'a pas tout dit. Qu'est-ce qu'il m'a caché encore? Ce programme de protection, il est permanent. Comment ça, permanent? Le réseau d'Elena a des ramifications partout en Europe. Des gens très puissants, très dangereux. Même après le procès, même après les condamnations, tu ne seras jamais vraiment en sécurité. La vérité me frappe comme un coup de poing. Tu veux dire que je ne pourrai jamais reprendre ma vie normale? Jamais. Nouvelle identité, nouveau pays, nouveau métier. Pour toi et pour l'enfant. Et toi? Je peux venir avec vous. Mais ça voudrait dire renoncer définitivement à mon travail d'agent. Et je ne sais pas si j'en suis capable. Je m'éloigne de lui, tournant le dos aux agents qui nous observent à distance. Alexis, j'ai passé 6 mois à me demander si tu m'aimais vraiment. Maintenant, je me demande si moi, je t'aime vraiment. Comment peut-on aimer quelqu'un qu'on ne connaît pas? Comment peut-on construire une famille sur des mensonges? On ne peut pas, répond-il simplement. C'est pour ça qu'il faut tout recommencer. Depuis le début. Sans mensonge, cette fois. En abandonnant tout ce que nous sommes. En devenant ce que nous voulons vraiment être. Un agent s'approche de nous. Il faut y aller. Les voitures vous attendent. Je regarde une dernière fois l'horizon méditerranéen, cette côte que j'aime tant et que je ne reverrai peut-être jamais. Alexis, si on fait ça, si on accepte le programme de protection, il n'y aura pas de retour en arrière possible. Ok. Et si notre histoire ne marche pas, si nous découvrons qu'en dehors du danger et des mensonges, nous n'avons rien en commun, alors nous l'assumerons, ensemble ou séparément. Mais au moins, nous le saurons. L'agent devient impatient. Madame, monsieur, il faut vraiment partir maintenant. Je prends une grande inspiration et pose ma main sur mon ventre. Le bébé bouge doucement, comme s'il approuvait ma décision. D'accord, on y va. Mais alors que nous marchons vers les voitures noires qui nous attendent, mon téléphone vibre. Un message d'un numéro inconnu. Tu crois vraiment que c'est fini? Céleste? Elena n'était qu'un pion. Le vrai jeu commence maintenant. Et cette fois, tu ne pourras compter sur personne. Je montre le message à Alexis. Son visage se décompose. Merde? Qu'est-ce qu'il y a? Ce numéro, je le connais. Qui c'est? Quelqu'un que nous pensions mort depuis 2 ans. Quelqu'un qui connaît tous nos secrets, toutes nos planques, tous nos contacts. Qui? Alexis lève vers moi des yeux remplis de terreur. Mon ancien partenaire. L'homme qui m'a recruté dans les services secrets. L'homme qui m'a tout appris. Et alors? Et alors? Céleste, si Dimitri Volkov est encore vivant, alors nous venons de tomber dans le piège le plus sophistiqué jamais conçu. Une nouvelle voiture arrive sur le tarmac. Pas une voiture officielle cette fois. Une berline allemande aux vitres teintées qui se dirige droit vers nous. « Courez !» crie Alexis. Mais il est déjà trop tard. La voiture s'arrête à quelques mètres de nous et 3 hommes en sortent. Ils ne portent pas d'uniforme, mais des costumes civils. Et ils ont l'air de nous connaître parfaitement. « Bonjour, Alexis. »« Bonjour, Céleste, » dit l'homme qui semble être leur chef. La cinquantaine, des cheveux gris, un sourire froid. « Je suis Dimitri Volkov, et j'ai une proposition à vous faire. » Dimitri? La voix d'Alexis n'est qu'un souffle. Tu es censé être mort. Les rapports de ma mort étaient grandement exagérés, comme disait Mark Twain. D'ailleurs, Vincent Dubois a utilisé la même formule tout à l'heure. Tu as remarqué? Nous avons décidément les mêmes références littéraires. Il s'approche de nous, ignorant complètement les agents français qui accourent en criant. « Alexis, mon cher élève, tu as fait du bon travail. Elena est tombée dans le piège exactement comme prévu. Bravo. » Quel piège? Ma voix tremble.
Le piège que nous lui tendions depuis 4 ans, ma chère Céleste. Vous voyez, Elena croyait diriger un réseau international de trafiquants. En réalité, ce réseau était contrôlé depuis le début par nos services. Nous l'avons laissé croire qu'elle était le chef alors qu'elle n'était qu'un exécutant. Les agents français s'arrêtent à distance, visiblement désorientés par cette nouvelle donne. Mais alors, Vincent, Marco, travaillent pour moi, comme Alexis, comme vous, d'ailleurs. Moi, Dimitri sourit de plus belle. Vous croyez vraiment que nous vous avions recruté par hasard? Ma chère Céleste, nous vous surveillons depuis vos études universitaires. Votre profil psychologique, vos compétences techniques, votre idéalisme, tout faisait de vous l'agent parfait pour cette mission. Quel agent? Je ne suis pas agent. Bien sûr que si. Depuis le jour où vous avez accepté de construire cette fausse épave. Depuis le jour où vous avez couché avec Alexis. Depuis le jour où vous êtes tombée enceinte. La vérité me frappe comme une gifle. Ma grossesse, c'était planifié. Pas planifié. Espéré. Un enfant. Voyez-vous, c'est le lien émotionnel parfait entre deux agents. La garantie absolue de leur fidélité mutuelle. Alexis devient livide. Dimitri, tu n'as pas fait ça. J'ai fait ce qui était nécessaire pour la réussite de l'opération Alexis. Et maintenant que la première phase est terminée, nous passons à la phase 2. Quelle phase 2? La vraie mission, Céleste, celle pour laquelle nous vous avons préparé pendant 4 ans. Dans 6 mois, quand vous aurez accouché, vous et Alexis allez infiltrer l'organisation la plus dangereuse d'Europe. Une organisation qui menace la stabilité de tous les gouvernements occidentaux. Et si on refuse? Le sourire de Dimitri disparaît. Vous ne refuserez pas, parce que cette organisation détient votre sœur Océane, et parce que si vous n'acceptez pas la mission, elle mourra. Le monde s'effondre autour de moi. Océane, ma sœur, la seule famille qui me reste, vous mentez? Dimitri sort son téléphone et me montre une photo. Océane, ligotée sur une chaise, un journal d'aujourd'hui à la main. Elle a l'air terrifiée mais vivante. Alors, Céleste, vous acceptez la mission? Je regarde Alexis, puis les agents français qui n'osent pas intervenir, puis ce Dimitri Volkov qui semble tenir nos vies entre ses mains. Quelle mission? Infiltrer et détruire l'organisation qui contrôle secrètement toutes les institutions européennes. L'organisation qui tire les ficelles depuis l'ombre, qui décide des guerres et des paix, qui manipule les économies et les gouvernements. Elle a un nom, cette organisation. Dimitri sourit, et ce sourire me glace le sang. Bien sûr qu'elle a un nom, ma chère Céleste. Elle s'appelle Europol. Chapitre 7. Quand la vérité finale émerge, y a-t-il quelque chose de plus terrifiant que de découvrir que ceux qui étaient censés vous protéger sont en réalité vos plus grands ennemis? Cette pensée me martèle l'esprit tandis que je fixe Dimitri Volkov, cet homme qui vient de révéler que toute ma vie, depuis mes études universitaires, n'a été qu'une longue préparation à cette mission finale. L'air du tarmac semble soudain irrespirable, chargé de kérosène et de mensonges. Europol? Ma voix n'est qu'un murmure incrédule. Vous voulez dire que l'organisation que vous prétendez combattre, c'est celle pour laquelle vous travaillez. Le sourire de Dimitri s'élargit. Vous commencez à comprendre, ma chère Céleste. Brillant. C'est exactement pour cette intelligence que nous vous avons choisi. Alexis s'avance d'un pas, les poings serrés. Dimitri, explique-toi. Maintenant. Très simple, mon cher élève. Europol existe officiellement depuis 1999. Mais officieusement, cette organisation a été créée pour servir les intérêts d'un petit groupe d'oligarques européens et russes. Nous ne combattons pas le crime organisé. Alexis, nous l'organisons. Les agents français, toujours en retrait, semblent attendre des ordres qui ne viennent pas. Vincent Dubois a disparu, probablement rappelé par ses véritables supérieurs. Toutes ces missions d'infiltration, tous ces réseaux démantelés. Autant de concurrents éliminés. Vous croyez vraiment qu'Elena Kruger dirigeait son petit trafic d'antiquités de façon indépendante? Elle travaillait pour nous, Alexis, comme vous, comme Vincent, comme Marco. Mais alors, pourquoi l'arrêter? Parce qu'elle devenait trop gourmande, trop visible, et surtout parce que sa mise hors d'état de nuire nous permet de consolider notre contrôle sur le marché européen des antiquités. La nausée me submerge. Et nous, quel est notre rôle dans tout ça? Vous, ma chère Céleste, vous allez devenir notre nouvelle spécialiste en authentification d'œuvres d'art. Vos compétences archéologiques, combinées à votre expérience de la fausse épave phénicienne,
font de vous l'experte parfaite pour légitimer nos opérations. Et si je refuse? Dimitri sort à nouveau son téléphone et fait défiler plusieurs photos. Ma sœur Océane dans différents lieux, à différents moments, toujours surveillée par des hommes en costume sombre. Votre sœur mène une vie très intéressante, vous savez. Commissaire intègre le jour, elle fréquente des bars un peu spéciaux le soir. Des bars où il serait très facile d'organiser un accident. Une bagarre qui dégénère, une overdose accidentelle. Océane ne se drogue pas. Bien sûr que non. Mais les analyses toxicologiques post-mortem sont si faciles à falsifier de nos jours. La rage monte en moi, mais je suis impuissante. Cet homme détient ma sœur, mon enfant à naître, ma vie entière. Qu'est-ce que vous voulez exactement? Dans 6 mois, quand vous aurez accouché, vous et Alexis vous installerez à Bruxelles. Officiellement, vous travaillerez comme consultants indépendants pour diverses institutions européennes. Officieusement, vous superviserez nos opérations de blanchiment dans les secteurs de l'art et de l'archéologie. Et notre enfant grandira dans le plus grand confort, rassurez-vous. Les meilleures écoles, les meilleurs soins, le meilleur avenir possible, à condition que ses parents restent loyaux. Alexis, qui était resté silencieux, explose soudain. « Dimitri, tu as perdu la raison. Tu ne peux pas nous forcer à... » « Je peux et je vais le faire. » Le ton de Dimitri durcit. « Alexis, tu as été formé par mes soins. Tu me dois tout, ta carrière, tes compétences, ta survie dans ce milieu. Et maintenant, tu vas me payer cette dette. En détruisant des vies innocentes. En préservant un équilibre géopolitique que tu es trop naïf pour comprendre. » Une voiture noire supplémentaire arrive sur le tarmac. Vincent Dubois en descend, mais son attitude a complètement changé. Fini le faux journaliste bienveillant. L'homme qui s'approche de nous a le regard dur et l'allure militaire. « Dimitri, nous avons un problème, annonce-t-il sans préambule. « Quel problème ?» Marco Santini. Il n'était pas celui que nous pensions. Dimitri fronce les sourcils. « Explique-toi. » Marco Santini travaille effectivement pour la Guardia di Finanza italienne. Mais pas seulement. Il est aussi agent de liaison avec une organisation internationale que nous ne contrôlons pas. Laquelle? L'UNODC, l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime. Et depuis ce matin, ils savent tout de notre opération. Le visage de Dimitri se décompose. Tout. Les vraies identités, les vraies missions, les vraies affiliations. Marco a transmis les données avant même que nous embarquions sur le yacht d'Elena. Un silence pesant s'abat sur notre groupe. Je sens qu'un nouvel élément vient de bouleverser l'équation, mais je ne comprends pas encore lequel. Qu'est-ce que ça change? Demande Alexis. Ça change tout, répond Vincent. Dans moins d'1 heure, des équipes de l'UNODC vont simultanément perquisitionner tous nos bureaux européens. Nos comptes vont être gelés, nos agents arrêtés, nos opérations stoppées. Et nous sommes grillés. Définitivement. Dimitri devient livide. Il comprend que son empire de mensonges est en train de s'effondrer. Il faut partir. Immédiatement. Récupérer Océane Moreau et filer vers Moscou. Impossible. Pourquoi? Vincent hésite, puis lâche la nouvelle qui va tout changer. Parce qu'Océane Moreau n'est pas notre prisonnière, Dimitri. Elle n'a jamais été notre prisonnière. Le monde s'arrête autour de moi. Qu'est-ce que tu veux dire? Je veux dire, ma chère Céleste, que votre sœur travaille pour l'UNODC depuis 3 ans, et que toutes ces photos compromettantes que Dimitri vous a montrées, c'étaient des mises en scène destinées à vous maintenir sous contrôle. Ma sœur travaille pour l'ONU. Votre sœur est un agent infiltré de haut niveau, spécialisé dans les réseaux de corruption européens. Et c'est elle qui a monté cette opération pour démanteler l'organisation de Dimitri. La révélation me laisse sans voix. Océane, ma petite sœur, une espionne internationale? Mais alors, Marco? Marco est son contact direct. Ils travaillent ensemble depuis le début. Dimitri sort un pistolet de sous sa veste. Dans ce cas, nous n'avons plus le choix. Dimitri? Non, crie Alexis. Mais Dimitri ne pointe pas son arme sur nous. Il la retourne vers lui, canonne sous le menton. Vous ne comprenez pas. Si l'UNODC nous arrête, nous serons jugés pour crimes contre l'humanité. Trafic d'armes, financement du terrorisme, déstabilisation géopolitique. Ils ont assez de preuves pour nous faire condamner à vie. Dimitri, attends. Non, Alexis. C'est fini. Tout est fini. Il appuie sur la détente. La détonation résonne sur le tarmac comme un coup de tonnerre.
Le corps de Dimitri s'effondre sur l'asphalte dans une mare de sang qui s'élargit rapidement. Vincent contemple le cadavre avec froideur. Idiot. Il aurait pu négocier une réduction de peine. Vincent, ma voix tremble. Qu'est-ce qui va nous arriver maintenant? Maintenant? Il range calmement son téléphone dans sa poche. Maintenant, vous allez témoigner devant un tribunal international. Vous allez raconter tout ce que vous avez vu, tout ce que vous avez vécu. Et grâce à votre témoignage, nous pourrons condamner définitivement cette organisation. Et après? Après, vous reprendrez votre vie normale. Votre vraie vie, cette fois. Alexis s'approche de moi et me prend dans ses bras. Céleste, c'est vraiment fini maintenant. Plus de mensonges, plus de manipulations, plus de danger. Comment je peux en être sûr? Parce que... Il s'interrompt. Une nouvelle voiture arrive sur le tarmac. Une petite Renault bleue dont je reconnais immédiatement la conductrice. Océane. Ma sœur sort de la voiture et court vers moi. Nous nous étreignons sous le regard attendri d'Alexis et l'œil impassible de Vincent. « Ma petite sœur ?» murmure-t-elle en caressant mon ventre. « Tu as été formidable. Sans toi, jamais nous n'aurions pu démanteler ce réseau. »« Océane, pourquoi tu ne m'as jamais dit que tu travaillais pour l'ONU ?»« Pour te protéger et pour préserver la mission. Si tu avais su, ton comportement aurait changé, et il s'en serait aperçu. » Nous nous asseyons sur un banc près de la piste d'atterrissage. Le soleil décline à l'horizon, peignant le ciel méditerranéen de couleur dorée. Alors tout ça, c'était pour du vrai? Cette organisation criminelle existait vraiment? Malheureusement oui. Dimitri Volkov dirigeait effectivement l'un des plus gros réseaux de corruption européens. Elena, Vincent, une centaine d'autres agents, tous corrompus, tous au service d'intérêts privés. Et Alexis? Océane regarde l'homme qui va devenir le père de mon enfant. Alexis est un cas particulier. Il a effectivement travaillé pour Dimitri, mais sans connaître la vraie nature de l'organisation. Quand il a commencé à avoir des doutes, nous l'avons contacté. Nous, l'UNOD, nous lui avons proposé de devenir agent double, d'aider à démasquer ses supérieurs. Je me tourne vers Alexis. C'est pour ça que tu connaissais tous leurs plans, que tu savais où ils allaient frapper. C'est pour ça que j'ai pu vous sauver ce matin dans ton appartement. Et c'est pour ça que je connaissais les véritables enjeux de l'opération. Mais ta déclaration d'amour, tes sentiments pour moi, c'était vrai ou c'était encore de la manipulation? Alexis s'agenouille devant moi et prend mes mains dans les siennes. Céleste, depuis 6 mois, je vis dans le mensonge permanent. J'ai menti à mes supérieurs, j'ai menti à mes collègues, j'ai menti aux criminels que je traquais. Mais je n'ai jamais menti sur mes sentiments pour toi. Comment je peux en être sûr? Parce que maintenant, nous avons le temps de nous connaître vraiment, sans pression, sans danger, sans mission, le temps de construire quelque chose de vrai. Il pose doucement sa main sur mon ventre, et parce que dans 3 mois, nous aurons un enfant qui nous apprendra à être nous-mêmes, sans masque, sans rôle, sans mensonge. Océane sourit et nous serre tous les deux dans ses bras. Vous savez quoi? Je vais être une tante formidable. Tu vas arrêter ton travail d'espionne. Pour quelques mois au moins, le temps de t'aider avec le bébé, et le temps de témoigner dans tous les procès qui vont suivre. Il y en aura beaucoup? Une trentaine, probablement, dans 10 pays différents. Cette affaire va faire du bruit, Céleste. Je regarde autour de moi, le tarmac, les avions, cette vie normale qui reprend ses droits. Vincent Dubois coordonne l'évacuation du corps de Dimitri. Des agents de l'UNOC arrivent pour sécuriser la scène. Tout semble redevenir normal. Océane, j'ai une dernière question. Je t'écoute. Ce pari stupide hier, celui qui a tout déclenché, c'était vraiment un hasard? Ma sœur échange un regard complice avec Alexis. Disons que nous avions encouragé Raphaël Blackwood à provoquer cette situation. Nous savions qu'Alexis serait dans ce bar ce soir-là, et nous savions que tu réagirais au quart de tour à ces provocations sexistes. Vous saviez que je coucherais avec un inconnu. Nous espérions que vous tomberiez amoureux, ce qui s'est effectivement produit. Donc même ma vie amoureuse était manipulée. Alexis se lève et m'aide à me mettre debout. Céleste, nous avons peut-être été manipulés au début, mais ce qui s'est passé entre nous cette nuit-là et ce qui se passe maintenant, ça, personne ne peut le manipuler. Il a raison. Malgré tous les mensonges, toutes les manipulations, toutes les révélations successives, il reste quelque chose d'authentique entre nous.
Quelque chose qui résiste à tous les stratagèmes. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Maintenant, on rentre chez nous. Chez nous pour de vrai. Et où c'est? Chez nous. Là où tu veux. Céleste. Marseille. Paris. Rome. N'importe où. Nous avons le choix pour la première fois. Je regarde une dernière fois la Méditerranée, cette mer qui a été le théâtre de tant d'aventures, de tant de découvertes, de tant de mensonges aussi. J'aimerais rester près de la mer, mais loin de tout ça. Une petite maison sur la côte, avec un jardin pour le bébé, et un atelier pour mes recherches archéologiques, les vrais, cette fois, et un bureau pour mes nouveaux romans. Tes romans? Alexis sourit. J'ai toujours rêvé d'écrire. Maintenant que je n'ai plus besoin de vivre des histoires inventées, je peux peut-être en inventer de vraies. Nous nous dirigeons vers la sortie de l'aéroport, escortés discrètement par les agents de l'UNODC. Dehors, une vie nouvelle nous attend. Une vie où nos choix nous appartiendront vraiment. Alexis. Oui? Tu crois qu'on va y arriver? À être normaux. Je veux dire... Je ne sais pas, mais j'ai envie d'essayer. Et toi? Je pose ma main sur mon ventre et sens le bébé qui bouge doucement. Dans quelques mois, ce petit être viendra au monde dans la vérité. Il grandira dans l'authenticité. Il ne connaîtra jamais les mensonges qui ont failli détruire ses parents. Oui, j'ai envie d'essayer. Alors que nous montons dans la voiture d'Océane, je repense à cette question qui m'obsédait au début de cette aventure. Jusqu'où peut-on aller pour prouver sa valeur à quelqu'un qui ne nous voit pas? Aujourd'hui, j'ai ma réponse. On peut aller très loin, trop loin, parfois, jusqu'à risquer sa vie, son identité, son futur. Mais au bout du chemin, si on a de la chance, on peut trouver quelque chose de plus précieux que la reconnaissance, l'amour vrai. Et peut-être que c'était ça, le vrai pari. Pas de coucher avec un inconnu pour gagner un défi stupide, mais de faire confiance à l'amour malgré tous les mensonges, de construire une famille malgré toutes les manipulations, de croire en l'avenir malgré tous les dangers. Ce pari-là, je l'ai gagné. 2 ans plus tard, notre fille Sophia joue dans le jardin de notre petite maison près de Cassis. Elle a les yeux d'Alexis et ma curiosité insatiable. À 18 mois, elle explore déjà chaque recoin de notre propriété avec l'enthousiasme d'une vraie petite archéologue. Alexis a effectivement écrit son premier roman. L'histoire d'un agent secret qui tombe amoureux et découvre que l'amour est la seule vérité qui résiste à tous les mensonges. Le livre cartonne en librairie. Moi, j'ai repris mes recherches. De vraies recherches cette fois, sur de vraies épaves, pour de vrais musées. Et parfois, quand je plonge dans les eaux claires de la Méditerranée, je repense à cette nuit d'il y a 3 ans, à ce pari insensé qui a changé ma vie. Océane nous rend visite tous les week-ends. Elle a effectivement arrêté l'espionnage pour se consacrer à la formation de jeunes policiers. Elle prétend que c'est temporaire, mais je la soupçonne d'avoir trouvé sa voie. Et Vincent Dubois, il a disparu dans la nature après les procès. Certains disent qu'il travaille maintenant pour une ONG humanitaire en Afrique. D'autres prétendent qu'il a ouvert un petit restaurant à Bali. Personnellement, je pense qu'il a enfin trouvé sa propre vérité, quelque part entre le mensonge et la réalité. Quant au réseau de Dimitri Volkov, il a été entièrement démantelé. Les procès ont duré 18 mois et ont mené à la condamnation de plus de 200 personnes dans toute l'Europe. L'affaire a provoqué une réforme complète des institutions européennes de lutte contre le crime organisé. Mais tout cela me semble aujourd'hui appartenir à une autre vie. La femme qui a accepté ce pari stupide par orgueil et par colère n'existe plus. À sa place, il y a une mère, une compagne, une archéologue qui a appris que la plus belle découverte n'est pas enfouie dans les profondeurs marines, mais se trouve parfois dans le regard de ceux qu'on aime. Ce soir, quand Alexis reviendra de son cours d'écriture créative, nous dînerons tous les 3 sur la terrasse face à la mer. Sophia babillera dans sa chaise haute, essayant de nous raconter ses explorations de la journée. Alexis me parlera de ses nouveaux personnages, de ces histoires inventées qui ressemblent parfois troublamment à notre vraie histoire. Et moi, je leur parlerai des fragments de poterie que j'ai analysés aujourd'hui, de ces traces du passé qui nous aident à comprendre le présent. Une vie normale, enfin. Une vie où les mensonges n'ont plus leur place. Une vie construite sur la vérité, l'amour et ses promesses que nous nous sommes faites. Plus jamais de masques, plus jamais de rôles, plus jamais de paris insensés. Car j'ai appris une chose au cours de cette aventure. On peut coucher avec un inconnu par défi, par colère ou par orgueil. Mais on ne peut construire un avenir qu'avec quelqu'un qu'on connaît vraiment. Et que cette connaissance-là, elle ne se gagne pas en une nuit. Elle se mérite chaque jour dans la vérité partagée et l'authenticité retrouvée. Le pari était insensé. Mais l'amour qui en est né, lui,
Il est tout ce qu'il y a de plus sensé au monde. Cette histoire nous rappelle que derrière chaque décision impulsive se cache parfois le destin qui cherche son chemin. Le pari de Céleste, né de l'orgueil et de la colère, l'a mené vers une aventure où chaque vérité révélée en cachait une plus profonde. Mais au-delà des conspirations et des manipulations, c'est l'histoire universelle d'une femme qui découvre que l'amour véritable ne peut naître que dans l'authenticité, et que parfois, il faut traverser tous les mensonges du monde pour trouver la seule vérité qui compte, celle du cœur.